Salut à tous et bienvenue dans le talk de France Info. Moi c'est Jeanne, on ne se connaît pas. Je remplace Ludo pendant sa semaine de vacances. On va donc passer l'émission d'aujourd'hui et de demain ensemble pendant 2 heures avec un programme riche. Aujourd'hui, on va commencer par de la politique. Oh, j'en oublie les bonnes manières, vous dire bonjour. Tiens. Alors, qui est là? Kyle, bonjour, salut. Julo, salut, enchanté. Vous me connaissez pas, donc j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Alexiane, salut. Bon, donc au programme de la politique, aujourd'hui la politique française, parce que demain il y a une échéance importante pour le budget 2025. Si la semaine dernière le texte du budget a été adopté au Sénat, il va passer à partir de demain en commission mixte paritaire, c'est-à-dire 7 députés, 7 sénateurs qui doivent s'accorder sur ce fameux texte sur le budget. Travail d'équilibriste donc pour le Premier ministre qui veut éviter la censure de son gouvernement. Mais après les propos de François Bayrou lundi sur l'immigration, où il a parlé de submersion migratoire, le PS a claqué la porte des négociations. Et puis dans 1 heure, on va totalement changer de sujet, pas de politique, on va parler de télévision. Parce que la deuxième partie de ce stream sera consacrée à la Star Academy qui vient de se terminer sur TF1 avec une gagnante Marine qui a remporté la 12e saison face à Ebony avec un peu moins de 4 millions de téléspectateurs qui étaient devant leur télé pour la finale. Mais à quoi est dû le succès de cette émission en 2025 alors que la première saison c'était en 2001? On va s'intéresser à la fabrication de l'émission, au retour également d'anciens programmes et de leur adaptation à notre temps aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux. Ce sera le programme donc dans 1 heure. J'espère que ça vous plaît. Et donc en attendant, place à la politique et je me tourne vers nos invités qui sont avec nous. Bonjour. À nos côtés, Amélie Le Breton. Bonjour. Vous êtes spécialiste en communication politique, présidente de l'agence en communication Coriolink. Exactement. Bonjour Erwan Benzé. Bonjour. Vous êtes journaliste au service économie du Parisien aujourd'hui en France. Tout à fait. Je me trompe pas? Pas du tout. Et bonjour William T. Bonjour. Président du groupe de réflexion Le Millénaire. Vous êtes aussi chroniqueur au Point. Oui. Merci à vous trois d'être avec nous. Journée demain importante, donc très importante pour le budget. Donc cette commission mixte paritaire avec 7 députés, 7 sénateurs qui doivent se mettre d'accord. Exactement, oui. Et surtout un scénario à éviter pour François Bayrou. C'est celui qui s'est De passé la censure. voilà, pour Ouais. Michel Barnier fin novembre. Ouais. Donc là, c'était le texte sur la sécurité sociale, sociale. le PLFSS, ouais. Mais il était passé en commission mixte paritaire. Les Mhm. députés et les sénateurs s'étaient mis d'accord, mais ça n'a pas empêché la censure. Donc scénario à éviter. Au moment où il était au Sénat, ouais. Sauf que François Bayrou a fait une sortie sur l'immigration qui ne passe pas pour la gauche, avec des propos donc, qu'il a tenus sur LCI. Je pense que les apports étrangers sont positifs pour un peuple à condition qu'ils ne dépassent pas une proportion. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, les modes de vie ou la culture, dès cet instant-là, vous avez un rejet. Propos confirmés ensuite à l'Assemblée nationale hier au sujet de Mayotte et d'autres départements français. Le PS a donc suspendu les réunions prévues aujourd'hui avec le gouvernement. Devant le Sénat, le ministre des Relations avec le Parlement, Patrick Mignola, aujourd'hui a lu une déclaration de François Bayrou qui déplore qu'on retienne le mot submersion et non celui de sentiment. Il a invité aussi à reconstruire un modèle d'intégration. J'ai envie de vous poser la question, Amélie Le Breton. Les propos du Premier ministre, c'est une stratégie de communication, c'est une erreur pour ce timing? Les propos du Premier ministre, c'est les propos d'un équilibriste qui ne peut faire que des mauvais choix. Pourquoi? Parce que François Bayrou, il est dans un moment où il doit à la fois convaincre les socialistes de ne pas voter de censure et à la fois convaincre les députés du Rassemblement national de ne pas voter de censure. Je ne sais pas comment on fait. Parce qu'il est obligé sur le social de donner des gages et sur le régalien de donner des gages. Mais si vous donnez des gages sociaux aux socialistes, ça peut éventuellement passer au niveau du Rassemblement national parce qu'ils ont des positions qui peuvent être assez communes sur certaines choses, pas sur toutes, on y reviendra. Par contre, sur le régalien, il y a, et sur l'immigration en particulier, il y a des fondamentaux qui sont évidemment diamétralement opposés. Donc, c'est presque impossible. Donc, François Bayrou, pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, il est intervenu sur LCI lundi soir pendant 1 h 30. Pourquoi il a pris 1 h 30, François Bayrou? Parce qu'il ne sait pas faire court. Il déteste ça, donc c'est lui qui impose son timing et c'est donc pour ça que c'est plus facile sur les chaînes d'information continue. Et pendant 1 h 30, il a développé son discours. Il a essayé d'aller dans le détail.
sans être trop coupé par son interlocuteur qui était le journaliste. Et on l'a vu pendant 1 heure et demie, il a eu ce travail d'équilibriste où il a essayé de ne pas vraiment trancher sur les sujets qui étaient polémiques, mais de donner des gages aux uns et aux autres. Et là, il a utilisé ces termes. François Bayrou, c'est un érudit. Il sait très bien pourquoi il utilise tel ou tel terme. Et je pense qu'il a été naïf parce qu'il n'a pas vu qu'un terme sur l'immigration allait avoir un impact sur le budget. Parce que finalement, on pourrait se dire, mais on parle de choux et de carottes. Comment est-ce qu'on est en train d'envisager une censure des socialistes sur des termes qui concerne quelque chose qui n'est pas l'objet de la censure, puisque l'objet de la censure, ce serait sur le projet de loi de finances. Et là, les termes qu'a utilisé François Bayrou, c'est sur l'immigration, qui n'est pas dans le projet de loi de finances. Voilà, donc François Bayrou, il a été naïf, mais c'est une équation impossible pour lui, en termes de communication, de satisfaire ces deux bords qui sont irréconciliables, notamment sur le régalien. Et finalement, il y a des demandes du coup des deux côtés sur ce thème-là, William T. Il y a ça, et après, moi, je rajouterais une autre difficulté qu'a François Bayrou, c'est son propre camp. C'est-à-dire qu'en fait, Michel Barnier s'est fait battre et s'est fait renverser parce qu'il ne pouvait pas répondre aux demandes du Rassemblement national à l'époque de Marine Le Pen, parce que son propre camp posait problème, notamment en Renaissance avec Gabriel Attal. Là, aujourd'hui, là où il a un problème, François Bayrou, c'est que son ministre de la Justice s'appelle Gérald Darmanin, et qu'il avait un plan ambitieux pour Mayotte lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, et qu'il a un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Bruno Retailleau. Or, Bruno Retailleau, s'il n'a pas une certaine latitude ou une certaine marge de manœuvre sur son champ d'action, notamment le narcotrafic, l'immigration et les OQTF, peut quitter le gouvernement. Or, tout l'argumentaire d'Emmanuel Macron était le suivant. On doit nommer quelqu'un du socle commun Premier ministre plutôt que quelqu'un du NFP pour deux raisons. La première, c'était pour éviter une censure a priori. À l'époque, Lucie Castet. Deuxième point, c'est parce que si vous additionnez les membres du socle commun plus des Républicains, vous avez plus de députés issus de cette coalition que du NFP. Or, si les Républicains se retirent, vous avez moins de députés dans le socle commun que de ceux du Nouveau Front Populaire. De la même manière, c'est comme ça que François Bayrou est devenu Premier ministre, en disant à Emmanuel Macron, si tu ne me nommes pas Premier ministre, je retire le soutien du MoDem et tu te retrouves en position minoritaire par rapport au NFP. Ça, c'est le premier argument. Le deuxième argument que je vois, en fait, c'est que comme il ne peut pas répondre sur le fond à Bruno Retailleau, il ne peut pas lui donner une loi immigration, il est obligé de lui donner des victoires idéologiques. Et pour ça, à plusieurs reprises, il va lui dire que sur l'immigration, il a raison sur son constat. Également sur le narcotrafic, il va lui dire qu'il a raison. Et ces positions-là sont complètement ambivalentes, ça a été rappelé, avec les positions du Nouveau Front Populaire et notamment des socialistes. Parce que François Bayrou, certes, doit négocier un accord de non-censure avec le RN et avec les socialistes, mais il faut dire la vérité, pour le budget, il a besoin pas forcément des deux, il a besoin qu'un des deux camps, soit des socialistes, soit du RN. Et à l'heure actuelle, il a montré depuis sa nomination, et surtout depuis le choix d'Éric Lombard au poste de ministre de l'économie et des finances, qu'il privilégie le choix des socialistes. Donc je pense que son choix, ce n'était pas vraiment de contenter Marine Le Pen, c'était plutôt de satisfaire Bruno Retailleau pour que celui-ci évite de quitter le gouvernement et fracasse la porte, parce que si les LR se cassent, ça provoque une crise de régime et peut-être même un départ de François Bayrou. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une question de timing quand même ? Sur la submersion, ce qui est sûr, c'est qu'il pouvait peut-être attendre le vote qui est la semaine prochaine à l'Assemblée nationale sur le budget. Sur le timing, aujourd'hui, il y a plein d'hypothèses, plein de questions, et il y a assez peu de réponses. Même moi, depuis 2 jours, quand j'en discute, soit avec d'autres journalistes, avec des économistes, avec même les cabinets, beaucoup de questions en suspens. L'une des hypothèses, mais il y en a d'autres, on va sans doute toutes les aborder, c'est que finalement les négociations qui étaient en cours avec le PS ne donnaient pas les résultats escomptés, et qu'au bout d'un moment, il a fait, je suis tenté de faire un jeu de mots, il a fait un bérou d'honneur et non un barou d'honneur, c'est-à-dire qu'il s'est dit je vais aller du côté du RN, puisque là le PS commence à... Parce que forcément... il fallait s'y attendre. Avant la CMP, il y allait avoir une montée des enchères. À ce point-là, je pense qu'on ne l'avait pas prévu comme ça, non, y compris du côté du PS. Mais il faut savoir une chose, c'est que François Bayrou, c'est un faux calme. Et on l'a vu le 13 décembre dernier, quand il était censé, et ça avait l'air d'être acté, devenir Premier ministre. Il se retrouve dans le bureau d'Emmanuel Macron, et qui lui explique que finalement, ça ne va pas être son choix. Et en gros, il lui a dit, c'est une déclaration de guerre et ça ne va pas se passer comme ça. Et il a réussi à retourner la situation et à devenir Premier ministre, chose qu'il attendait quand même depuis très 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 longtemps. Est-ce que là...
quelque part, il renverse la table et il dit: OK, vous voulez vraiment en arriver là, je vais changer la donne. Et finalement, je vais aller du côté de l'extrême droite en utilisant, et on reviendra sur cette sémantique. Il y a effectivement quelque chose d'important parce que à partir de là, après, il fait une sorte de service après-vente, alors qui peut sembler maladroit ou pas. Quand il dit mais non, le lendemain à l'Assemblée nationale, je parlais de Mayotte. Quand on réécoute la bande, c'est plus des bandes, mais quand on réécoute l'interview sur LCI, on se rend compte quand même que très très rapidement, il parle de l'ensemble du pays. Euh, et puis, donc là-dessus, ça pourrait apparaître maladroit. Et en même temps, c'est intéressant cette lettre qu'il a, ou ce texte ensuite qu'il a, où il précise que on entend submersion alors que lui parle de sentiment de submersion. Pourquoi il fait ça, à mon avis? Mais c'est que d'abord, il y a les chiffres. Je crois que c'est 5 millions 2 population d'immigrés en France. C'est 7% de la population. On est 77e pays en termes de taux d'immigration dans le monde. 5,6 millions de personnes Alors, en 5,6, 2023. ouais, 7% à peu près. Vous de la êtes population. un peu plus précise et plus réactualisée que moi. En 2023. Voilà, en 2023. Et donc 77e sur pays en termes de place de l'immigration en France. On est quand même loin de la submersion. Donc après, il parle de sentiment de submersion. Et là, c'est un peu comme en météo. Vous avez la température et la température ressentie. Et là, on peut y mettre tout ce qu'on veut et dire que la population... Et il est vrai que sur LCI, il rappelle ce chiffre de 17 millions de citoyens qui ont voté pour LFI ou pour le Rassemblement national, où là, ce sentiment de submersion, du côté du Rassemblement national, bien sûr, apparaît plus prégnant. Et donc, voilà, il commence à retourner encore, à nouveau, à radoucir un petit peu ses propos pour essayer de préparer cette fameuse CMP qui se tiendra dès demain matin à 9h30. Et justement, on a une question dans le chat de DenBDX qui dit: désolé pour ma question un peu naïve, mais je ne pense pas. Si c'est si important que cela, une question de vocabulaire par rapport à la validation du budget, est-ce qu'on n'est pas plutôt sur un prétexte pour la négociation? De la part des socialistes? Ah bah oui. En fait, les socialistes font monter la pression. Erwan le disait sur les enchères. Pourquoi? Parce que les socialistes, ils sont dans une situation qui est très délicate. Donc, s'indigner, menacer, ça permet ensuite de négocier. Parce que les socialistes, ils ont une sorte de pistolet sur la tempe, et le pistolet, c'est les insoumis qui le tiennent. Je suis caricaturale à dessein, mais on n'est pas loin. Et c'est quoi comme balle qu'ont décidé les insoumis? C'est de dire: on va mettre des gens en face de vous pour les prochaines élections. Les prochaines élections qui pourraient être les législatives. On ne sait jamais, il pourrait y avoir une nouvelle dissolution au mois de juin ou juillet. Et puis surtout, les municipales. Les élections municipales, c'est là où on a un ancrage local très fort des partis qui permet à des gens d'avoir une influence et donc des réseaux militants très forts. Les insoumis sont pas hyper bons sur l'ancrage local. Déjà parce que jusqu'à présent, ça a pu changer dans leur stratégie. C'était pas une priorité pour eux. Que je trouve dommage, parce que normalement un parti politique, il est dans le concret, pas juste à l'Assemblée nationale, mais parce qu'il est au plus près des citoyens et parce qu'il met les mains dans le cambouis dans les collectivités. Et donc les socialistes, ils ont déjà plusieurs mairies qui leur ont été raflées par les écologistes ou qui ont été pris des grandes villes. Je pense à Poitiers, je pense à Strasbourg, je pense à Lyon ou à Bordeaux. Et eux, ils savent qu'ils ont des socialistes qui ont été élus avec les voix des insoumis dès le premier tour ou au deuxième tour en 2020. Là, les prochaines élections municipales qui sont en 2026, si les insoumis disent « c'est fini les gars », ce ne sera pas la même. Donc, il va y avoir un éclatement. Et donc, je vous ai parlé du tissu de militants, mais il y a aussi l'argent. Plus vous avez moins vous avez d'élus, moins vous avez d'argent. Et ce qui s'est passé là avec la dissolution de 2024 et donc le NFP, ça donnait un regain aux socialistes. Ils n'ont pas fait un mauvais score aux législatives parce qu'il y avait une coalition qui était là. Et ils savent très bien que si demain ils perdent cette coalition et qu'en face il y a un affaiblissement de la gauche parce que vous allez avoir des concurrents sur une même famille politique, donc ça peut être potentiellement Renaissance, ça peut être la droite qui va gagner face à eux, derrière c'est de l'argent en moins pour faire fonctionner
donner un parti. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre en politique, pour être influent ou pour mourir. Alors là, c'est un prétexte, c'est une question de Kyle. Est-ce que ça leur donne pas un bon prétexte pour se retirer des négociations, du coup? Les insoumis pour se Non, les les socialistes. socialistes pour se retirer des négociations sur le budget? Je suis pas sûr qu'ils aient intérêt. Je pense qu'ils ont plutôt William? intérêt à faire monter les Monter les enchères. enchères, voilà, Faire exactement. monter les Ouais. enchères parce qu'ils ont un problème, ça a été rappelé, c'est que s'ils partent en élection, il est fort probable que Mélenchon ne renouvelle pas l'accord du Nouveau Front Populaire et qu'il mette des candidats partout. Et selon les calculs, je crois qu'ils sont à peu près soit une soixantaine. Je crois que s'ils partent avec les Insoumis en phase 2, ils terminent à 15 ou 20. Donc c'est pas vraiment leur intérêt. Or, le problème qu'ils ont, c'est qu'en fait, il y a une seule personne qui peut provoquer des élections législatives anticipées, c'est Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron ne le fera à partir du 8 juillet, parce que c'est à cette date-là qu'il retrouve le pouvoir, uniquement que si vous avez des crises de régime et des gouvernements qui tombent un par un. Or, ceux qui décident s'ils font tomber François Bayrou ou pas lors du budget, c'est les socialistes. Et les socialistes n'ont aucun intérêt à faire tomber François Bayrou pour obliger Emmanuel Macron à provoquer une crise de régime ou à dissoudre, qui provoquerait la perte de leur propre siège. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'ils ont, en fait, c'est que Olivier Faure et Boris Vallaud le rappellent depuis qu'ils ont fait l'accord de non-censure, c'est que leurs électeurs les soutiennent dans leur démarche. C'est-à-dire que les différents sondages montrent que et les électeurs socialistes, et les électeurs écologistes, et les électeurs insoumis soutiennent la démarche d'Olivier Faure et de Boris Vallaud de soutenir le gouvernement, non pas parce qu'ils sont d'accord avec la Macronie, mais parce qu'en fait, ils considèrent qu'il y a une nécessité, 80% des Français le pensent, qu'il faut avoir un budget en 2025. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir un budget en 2025? Parce qu'actuellement, ce que vous parlez à tous les directeurs d'administration centrale, tous les recrutements sont bloqués, parce que les différentes administrations embauchent sur le budget de l'année dernière, donc actuellement, c'est impossible de recruter. Or, le secteur public est le premier employeur de France avec plus de 5 millions de fonctionnaires. Si vous n'avez pas ça, vous avez éventuellement une crise de l'emploi avec des gens qui seront au chômage. Le deuxième élément, c'est que les acteurs locaux, les collectivités territoriales, sont les plus grands investisseurs publics. Or, les collectivités territoriales dépendent notamment de ce qu'on appelle la dotation globale de fonctionnement. Sans DGF, ils n'ont pas de lisibilité sur le budget. Donc, pas de lisibilité sur le budget, pas d'investissement. Si vous n'avez pas d'investissement, vous avez une économie qui tourne au ralenti. Et de la même manière, vous avez un dernier acteur qui joue dessus, ce sont les entreprises. Les entreprises, ils vous diront tous la même chose. Ils préféreront ne pas avoir d'impôts, évidemment. Mais par contre, ils préfèrent avoir des hausses d'impôts, mais une stabilité gouvernementale et une stabilité institutionnelle, que d'avoir une incertitude sur quelles vont être les décisions à venir. Et donc, c'est pour ça qu'ils veulent un budget à l'heure actuelle. Donc, vous avez tout cet ensemble d'acteurs qui disent aux dirigeants socialistes, soutenez le gouvernement, il vaut mieux un mauvais budget que de ne pas bouger du tout. Et c'est pour ça qu'une grande partie des électeurs font pression sur Olivier Faure et Boris Vallaud. Mais là où ils ont une difficulté, je suis d'accord avec vous, c'est que les cadres socialistes, les députés socialistes, en tout cas une partie d'entre eux, notamment les plus jeunes, qui sont plus à gauche parce qu'ils ont grandi dans le NFP et à l'époque, ça s'appelait la NUPES, et ben ceux-là ont grandi sur une ligne qui était beaucoup plus à gauche. Donc Boris Vallaud, Olivier Faure se disent on a un prétexte, on va essayer de gratter quelques euros et quelques mesures un peu plus à François Bayrou, et ça nous permettra de contenter notre base et une partie de nos cadres qui demandent une victoire symbolique. Et il y a une troisième date, après je vous laisse la parole, il y a une troisième date importante, c'est que le poste de premier secrétaire du parti va être remis sur la table. Il y a un congrès. Voilà, il y a un congrès dans quelques semaines, quelques mois, et donc une bataille au sein du parti. Et donc il faut exister. Et c'est là aussi où sans doute il y a une autre raison un peu plus interne à faire monter les enchères. Sur le fait qu'il faut avoir absolument un budget, pour résumer ce que vous disiez, c'était Amélie de Montchalin, la ministre du Budget, qui expliquait que chaque jour sans budget coûtait 100 millions à la France, et c'était déjà un coût de 12 milliards d'euros sur les finances publiques qui pesait par l'absence de ce budget, avec de nombreux dispositifs qui sont suspendus. L'un, par exemple, qui va parler à beaucoup de gens, c'est MaPrimeRénov'. Donc, c'est une aide à la rénovation énergétique, une aide publique. Il y a deux grandes aides, ça, et des certificats d'économie d'énergie. L'absence de budget fait qu'aujourd'hui, l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, ne peut pas valider les dossiers. Ce qui veut dire que vous avez des centaines de milliers de chantiers qui vont être suspendus, qui risquent d'être suspendus, de rénovation énergétique. Ça a un impact très important pour les Français. Ça leur permet de faire réduire leurs factures. Et c'est autant de chantiers qui ne pourront pas être commencés. Et là encore, ce sont tout un secteur, le secteur du bâtiment qui aujourd'hui ne va pas bien, qui est à l'arrêt. Et je rejoins ce que vous disiez sur
les entreprises qui préfèrent un budget mal fagoté que pas de budget du tout et un manque de visibilité qui pèse très très lourd et qui va peser encore plus lourd plus le temps va passer sur l'économie de la France. Juste pour revenir et compléter ce que disait William sur le fait que le vote de la non-censure ou de la censure de la part des socialistes, au-delà des cadres et donc des élus, il y a chez les militants socialistes une différence quand même avec les militants insoumis, c'est la volonté de stabilité. Vous avez une partie des socialistes, pour les plus jeunes d'entre vous, pour ceux qui nous regardent, vous n'avez peut-être pas ça en tête, mais les socialistes, ça va de la gauche socialiste. Donc d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon a été au PS et donc a fracturé et sorti du PS avec une ligne plus à gauche. Mais au Parti socialiste, il y avait Dominique Strauss-Kahn, donc on appelle les sociodémocrates ou les sociolibéraux. Et donc, dans cette grande famille socialiste, l'instabilité politique, c'est pas ce qui est préféré. Alors que chez les insoumis, le socle, le fondement idéologique, c'est la révolution pour instaurer un nouvel ordre et donc une 6e République. C'est là le grand mantra de Jean-Luc Mélenchon. Et donc pour y arriver, il faut emmener une sorte de chaos, alors que lui, il estime maîtriser. Mais voilà. Donc ça, il y a aussi la perception. Bizarrement, le peuple français aime la révolution, mais pas avec le chaos. Et donc là, il y a ça dans la tête quand même des élus, de faire attention, parce que justement, il y a un congrès dans pas longtemps, de ce qui peut être demandé. Et si on revient à la psychologie, parce que je pense que depuis les vacances de Noël, quand même, nos amis socialistes doivent se faire des nœuds au cerveau et mal dormir. Parce qu'ils savent qu'ils sont pris en étau entre la responsabilisation de ce qu'amène, la responsabilité de ce qu'amène être un élu de la République et donc le vote d'un budget, et puis les amis insoumis qui leur mettent une jolie pression sur potentiellement leur avenir politique. Et donc là, on voyait bien que ces derniers jours, ils n'étaient pas à l'aise, les socialistes. Ils faisaient des réunions, mais dans le même temps, comme les insoumis n'arrêtaient pas de dire, mais en gros, vous allez nous trahir. Là, pour revenir sur lui, François Bayrou leur a livré sur un plateau d'argent une excuse pour sortir de leur gonds et leur dire c'est inadmissible, donc on va arrêter les négociations. Ça, c'était hier. Les négociations ont repris. Ils ont décidé qu'ils pouvaient revenir à la table des négociations à condition que... Et c'est là où ils vont mettre en place des choses. Donc, je vous le cite, ils demandent des gestes forts sur le pouvoir d'achat, donc hausse du SMIC, hausse de la prime d'activité pour une enveloppe de 1 milliard. Sur l'écologie, une dotation plus importante du fonds vert, qui donc est à destination d'entreprises ou et des collectivités locales. Voilà, sur justement la transition écologique. Doublement du leasing social pour les voitures électriques. Alors, le leasing social, c'est la capacité de louer pour les une voiture modestes. électrique pour les revenus les plus modestes. Donc, voilà, qui a été victime de son succès. Ça a tellement bien marché qu'ils ont été obligés à un moment d'arrêter le dispositif en cours d'année parce qu'il n'y avait plus les fonds nécessaires. Et puis, ils ont aussi été dans les revendications en disant sinon on ne revient pas, c'est la taxe sur les transactions financières où le PS demande d'élever les plafonds. Donc là, on est clairement sur la fiscalité vis-à-vis des entreprises. Donc, ça permettrait au PS de dire, si Bayrou accorde ces éléments-là, de dire en fait, on a eu ce qu'on voulait, on a donc été en responsabilité, nous, élus de la République, on s'est battu pour nos valeurs, donc en fait, c'est pas vain ce qu'on fait, en gros, alors que les insoumis ne sont là que pour râler, si je suis caricaturale. Erwan, qu'est-ce qui pourrait se passer demain ? Pour qu'on comprenne, effectivement, il y a tout un jeu de rapport de force qui se jouait déjà avec l'ancien gouvernement et qui malheureusement n'a pas abouti pour Michel Barnier, l'ancien Premier ministre, qui était quand même l'idée de réussir à compter sur ce sentiment de responsabilité pour qu'il n'y ait pas de censure du budget. À l'époque, cette question à laquelle vous faites allusion pour le PS, jouait aussi pour le Rassemblement national. Marine Le Pen était un peu prise en étau entre une partie des membres du Rassemblement national qui voulait là aussi y aller et censurer le gouvernement, et peut-être une autre partie qui disait... ça cognait avec son discours de responsabilité qu'elle essayait de mettre en place. Et là, aujourd'hui, pour le PS, il y a quand même des remontées, vous en parliez, au niveau des bases et au niveau du terrain, pour dire, et c'est peut-être là la différence
ou en tout cas ça s'est accentué entre ce premier gouvernement Barnier et ce gouvernement Bayrou, où aujourd'hui vous avez les citoyens, les entreprises qui disent il nous faut de la stabilité, il faut ce budget, même s'il est pas suffisamment équilibré, parce que derrière on va en reparler, mais il y a aussi cette pression de la réduction du déficit et des 5,4%. Donc il faut quand même que dans les mesures qu'il y aura sur ce PLF, ce projet de loi de finances, ce budget 2025, il faut qu'il y ait des mesures qui permettent d'aller vers une trajectoire de réduction du déficit, parce que derrière, il y a la Commission européenne, il y a les marchés qui sont à l'affût et qui pourraient sanctionner si jamais finalement les mesures sont jugées insuffisantes pour réduire le déficit de 6,1% à 5,4%. Et pour l'instant, est-ce qu'il s'annonce plus restrictif ce budget, William T? Le budget s'annonce plus restrictif, mais il est moins restrictif que celui de Michel Barnier, dans la mesure où François Bayrou prévoit davantage 50 milliards d'euros d'économies enfin 50 milliards d'euros d'efforts plutôt que Michel Barnier qui en visait 60. Ensuite, après, il y a une difficulté. La première, c'est est-ce que François Bayrou va arriver au 5,4 ? C'est pas un scoop, il n'y arrivera pas, pour plusieurs raisons. La première, c'est que lorsque vous voulez augmenter les impôts de 20 milliards d'euros, et c'est ce qu'il prévoit de faire, ça a un impact qui sera récessif sur l'activité économique. On a différentes mesures qui sont faites en France, parce que récemment, lors de la dernière décennie, on a augmenté les impôts de manière importante. Notamment, François Hollande a augmenté les prélèvements obligatoires lorsqu'il est arrivé comme président de la République en 2012 d'entre 24 et 28 milliards d'euros. Cet effort fiscal, certains appellent matraquage fiscal, avait coûté, selon l'OFCE, 0,8 points de croissance par an. Or, 0,8 points de croissance, ça vous coûte à peu près 20 milliards d'euros d'économie, enfin 20 milliards d'euros de production d'intérieur brut. Donc, en fait, ce que François Hollande avait gagné en hausse de recettes fiscales, il l'avait perdu de l'autre côté en hausse, en baisse de l'activité économique. Le deuxième point, c'est que lorsque vous faites un budget restrictif, en fait, les ménages ont un comportement qui va être très rationnel. En sachant qu'il y aura des mesures qui vont être faites sur la baisse de dépenses publiques et surtout sur la hausse des impôts, les ménages vont arrêter de consommer. C'est ce qui se passe à chaque fois. Ça a été montré par les différentes littératures économiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez une incertitude, premièrement, sur est-ce que le gouvernement tiendra jusqu'à la fin de l'année et est-ce que Bayrou, qui va faire voter son budget, va être le même que celui qui va l'appliquer en octobre. Il y a une incertitude. Donc les ménages ont peur de l'incertitude. Donc ils vont arrêter de consommer en se disant potentiellement il y aura des hausses d'impôts, donc je vais mettre de côté. Deuxième point, les entreprises vont également arrêter une partie de leurs investissements en raison de l'incertitude politique et de la hausse des prélèvements obligatoires. Et ça va freiner l'activité économique. Et le dernier point, c'est que les investisseurs étrangers, alors qu'Emmanuel Macron avait mené une politique qui était plutôt attractive en faisant en sorte que la France soit le premier pays d'Europe en termes d'investissement étranger, aujourd'hui ce ne sera plus le cas en raison de l'instabilité économique et de la hausse des prélèvements obligatoires. Et cette enchidement fait que les investissements directs étrangers vont baisser. Donc c'est-à-dire que les prévisions économiques qui sont faites seront à peu près les mêmes qui ont été faites que Bruno Le Maire avait faites. Donc ça va conduire à un dérapage financier. Pourquoi ? Parce qu'il y aura une baisse des recettes et il y aura fortement une hausse des dépenses qui va être liée à la hausse du chômage, etc. Donc ça va être la première difficulté de François Bayrou. Mais, il faut quand même le préciser, son enjeu, c'est pas celui-ci. C'est que son premier enjeu, c'est de survivre politiquement. Et on le dit à chaque fois, et ça a été la leçon de l'enseignement Barnier. Michel Barnier avait refusé de céder au Rassemblement national sur la question de l'indexation des retraites qui lui aurait coûté potentiellement 5 milliards d'euros. Au final, avec la loi spéciale, on a eu l'indexation des retraites et en plus, le coût de la censure du gouvernement aurait coûté, selon la ministre du Travail, 12 milliards d'euros. Donc, le coût de la censure et le coût du fait que Michel Barnier tombe aurait coûté plus cher que les cadeaux qui ont été faits, les cadeaux éventuels ou les concessions faites au Rassemblement national. Et je pense que c'est pour ça que François Bayrou va répondre en partie aux concessions du Parti socialiste. Indexation des retraites, donc qui se fait finalement par défaut à 2,2%. C'était le taux d'inflation de l'année dernière INSEE, et donc à 2,2% au lieu des 0,8%, en tout cas fractionné sur la moitié d'une année. Enfin bref, en tout cas une indexation bien moindre. Après, dans les prévisions, puisque la première question c'était va-t-il réussir à atteindre cet objectif de 5,4%, vous êtes plutôt pessimiste. Sur le déficit public. Sur le déficit public, je pense que vous avez... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, si, c'est que je ne sais pas si tout le monde sait que les 5,4, c'est lié au déficit public. On va être même prêt, voilà, on va essayer d'être le plus pédagogique possible. C'est 5,4% du produit intérieur brut, donc de la croissance. Aujourd'hui, pour 2024, on est à 6,1, peut-être un petit peu moins, 6%, bref. Et donc, il faut essayer de réduire ce déficit, sachant que normalement, mais ce n'est pas toujours très bien fait, on prend en compte
les mesures d'économie, par exemple, dans le déficit, puisque ça a un impact sur l'économie. Et donc, c'est ce que vous expliquez, il y a presque un effet boule de neige. Vous dites qu'il ne l'atteindra pas. Pour que les personnes qui nous regardent et nous écoutent aient un autre point important. On est tenu par la Commission européenne, puisqu'on est... On est sous surveillance renforcée actuellement avec 6 autres pays. On est tenu de réduire notre déficit puisqu'il y a un objectif officiel. On a même eu 2 ans de délai supplémentaire, de redescendre sous la barre des 3% de déficit par rapport au produit intérieur brut d'ici 2029. Au départ, c'était 2027. Il faut le réduire de 0,5 points chaque année. Si on était à 6,1 aujourd'hui, ça nous faisait 6,1 moins 0,5, ça fait 5,6. Il nous resterait 0,2 points de marge. Ça peut paraître abscon peut-être pour les personnes qui nous écoutent, mais ça va être très important parce que normalement, si on dépasse cette marge, on risque des sanctions financières. Et on risque aussi des sanctions sur les marchés. Donc on a un tout petit peu de marge, on n'arrivera peut-être pas à 5,4, mais voilà, il faut absolument ne pas dépasser les 5,6. En fait, la difficulté, j'ai envie de dire, peu importe le Premier ministre, c'est que vous avez très peu d'espace pour être créatif dans le budget qui serait celui de la France pour 2025. Parce que vous avez des obligations vis-à-vis de l'Union européenne, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. On est État membre de l'Union européenne et donc on ne peut pas faire ce qu'on veut parce que les autres États, eux, respectent pour la plupart cette règle des 3% sur lesquelles la France a voté en son temps. Donc on est contraint par ça. On est contraint aussi par les marchés. Parce que, alors, ça paraît évident, mais si on estime que vous êtes un mauvais payeur, on va faire grimper vos taux d'intérêt ou on va vous prêter de l'argent plus difficilement. Et donc, jusqu'à présent, et même encore maintenant, la France est vue comme un bon payeur. La solidité de la France, elle est toujours louée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il existe des agences de notation qui régulièrement sortent des notes de la France. La dernière qui est sortie du bois, c'est Moody's. Moody's, oui, tout à fait. Qui a donné quoi comme note Qui nous a redégradé à un moins, mais il faut vérifier. Puis de toute façon, ça ne parlera pas forcément, mais on a été redégradé d'un cran. On reste quand même dans les très bons payeurs, mais ça veut dire, comme vous l'expliquiez, que pour emprunter sur les marchés, ça nous coûte plus cher. Et donc, ça augmente ce qu'on appelle la charge de la dette, qui aujourd'hui, chaque année, est de plus de 50 milliards d'euros et qui bientôt pourrait dépasser le budget de l'éducation. En gros, sans même parler de chiffres, ce que ça veut dire, c'est que de l'argent qu'on pourrait mettre dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures, sera de l'argent qui sera utilisé pour rembourser les intérêts des emprunts que la France fait sur les marchés pour pouvoir faire tourner le budget du pays. Et donc, il y a un côté comme ça, serpent qui se mord la queue, dans lequel, à un moment, on n'arrive plus à se sortir. Et les marges de manœuvre, donc, ça veut dire qu'elles sont extrêmement réduites. Est-ce qu'il peut se permettre, François Bayrou, de ne pas trouver de compromis? Alors, ce qui est terrible, c'est que donc, demain, jeudi 30 janvier, il y a donc, ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. Cette commission mixte paritaire, c'est 7 députés, 7 sénateurs qui vont se mettre en sorte de conclave, là encore. Il l'a dit lui-même, c'est le mot à la mode. Voilà. Et donc, qui doivent se mettre d'accord sur un texte. S'ils arrivent à se mettre d'accord sur un texte, on dit que la commission mixte paritaire est conclusive. Et donc, le texte retourne aux 2 chambres que sont le Parlement et l'Assemblée et on demande... Le Sénat et l'Assemblée nationale. Oui, pardon. Oui, le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc le Parlement. Et il y a un vote. Il n'y a pas de rediscussion dans tous les sens. Il y a juste un vote. Sauf que, pour éviter éventuellement que le texte soit rejeté, alors au Sénat, ça ne devrait pas poser de problème parce que la majorité politique au Sénat est plutôt à droite, alors qu'à l'Assemblée, c'est plutôt le bordel. Donc, du coup, on attend à ce qu'il puisse y avoir un rejet du texte à l'Assemblée. C'est là où le Parlement peut dire 49.3. Je vais imposer le texte. Et c'est le premier de François Bayrou. Pardon ? Ce serait le premier de François Bayrou. Ce serait le premier de François Bayrou. Il pourrait demander à Elisabeth Borne, qui est donc ministre d'État à l'Éducation nationale dans son gouvernement, comment ça se passe. Qu'on a utilisé plus de 20, je crois. Ah ouais. Et là, c'est simple. Soit le 49.3 impose à l'Assemblée, soit l'Assemblée décide d'avoir un vote de censure du gouvernement et tout le monde tombe. Et la question que vous posiez est intéressante, Jeanne, ce que vous disiez. En fait, est-ce qu'il a une obligation du compromis ?
oui, parce que sinon, c'est fini pour lui. Et dans le même temps, va-t-il trouver un compromis? Si je devais faire un parallèle rigolo, alors qu'en vrai, on n'a pas trop envie de se marier en ce moment, mais c'est comme si vous mettiez dans une salle des partisans de pain au chocolat et de chocolatine et vous leur dites, mettez-vous d'accord. Ben, ils n'y arriveront pas. Hein. Et bien là, c'est pareil. Comment vous mettez d'accord des gens qui sont diamétralement opposés sur des questions politiques et qui n'ont pas envie de se mettre d'accord? Clairement, c'est ça. Donc, il peut y avoir des petites marges de manœuvre, mais on parle par exemple de 3 ou 4 votes socialistes qui pourraient faire pencher un vote. Et on parle d'un budget de la nation. Et là, on parle uniquement du projet de loi de finances, parce que derrière, ce qui est sympa, c'est qu'il y a un autre projet de loi qui s'appelle le projet de loi de la sécurité sociale. Qui arrive après. Et en fait, même s'il arrive à faire passer ce budget, ben là, en fait, on sauve les meubles. Mais ensuite, il va y avoir toute la politique publique, enfin les politiques publiques à mettre en place. Et honnêtement, se dire, ben, ces derniers jours, il y a eu plein de débats là-dessus, mais qu'est-ce qu'on fait sur les retraites? Gros débat. Donc, le conclave est en train de se réunir justement là-dessus. L'autre conclave. Qu'est-ce qu'on va faire justement sur l'État et les dépenses de l'État? En fait, c'est comme si à chaque fois, on ouvrait une boîte de Pandore. Et juste, je termine là-dessus. François Bayrou, il m'a fait rire quand il était sur LCI parce qu'il disait ce qu'il faut, c'est faire plus de simplification, que ce soit plus simple dans les administrations et tout ça. Mais en fait, ça fait 30 ans qu'on entend ça chez les politiques. Sauf que il va falloir se mettre d'accord et les partis politiques, ils ont toujours quelque chose en tête. C'est pas forcément cynique, mais c'est comme ça qu'ils composent. C'est derrière, il y a des élections. Comment vous allez annoncer aux retraités, par exemple, que vous allez diminuer leur retraite, alors qu'on sait que c'est les retraités qui votent le plus? Voilà, en fait, c'est le serpent qui se mord la Je queue. vous interromps deux petites secondes et pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre de LCP avec le petit raid qui nous a été envoyé. Voilà, c'est tout. Juste pour dire bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonjour. Donc, bonjour à tous. Pour compléter l'explication très pédagogique d'Amélie, donc il manque presque si jamais il y a une motion de censure, parce que donc le 49.3 engage la responsabilité du gouvernement. Ce qui veut dire que derrière, si au Parlement on vote une motion de censure, si elle est votée et qu'on arrive à la majorité, c'est-à-dire, je crois, au-dessus de 287 voix, parce que donc c'est 577 divisé par 2, sauf que là, il y a trois postes, il y a 3 postes vacants, donc 288. Si on arrive à cette majorité-là, motion de censure votée, on fait tomber le gouvernement. Et donc, François Bayrou dit au revoir, les ministres disent au revoir, et on revient à nouveau un scénario. Et, pardon ? Est-ce qu'il y a un réel risque oui, il y a un réel risque. Nonobstant tout ce qu'on disait tout à l'heure sur le besoin de responsabilité qui est demandé par les citoyens, par les entreprises, cette espèce quand même de ras-le-bol, de feuilleton. On pense au jour de la marmotte. Je ne sais pas si vous avez vu ce film des années 90, Le jour sans fin. Avec Bill Murray, où tous les matins, il se réveille le même jour, le même matin, et il revit la même chose, et il est enfermé dans cette journée-là. Nous, quand on est journaliste qui suivent les finances publiques, mais j'imagine aussi bon nombre de citoyens, ils ont l'impression de vivre aujourd'hui leur jour de la marmotte. C'était Husson, le président de la commission des finances du Sénat, qui disait d'habitude c'est 20 jours pour voter un budget, et là on est dans un tunnel de plusieurs semaines et on s'en sort pas. Donc il y a cet aspect rébarbatif où au bout d'un moment on en a marre et on a envie de passer à autre chose, mais il y a effectivement toutes les conséquences à la fois financières, sociales, politiques, et puis on va finir par être un peu la risée des autres pays, de vous dire, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, quoi. Il y a Kyle qui dit dans le chat, moi je pense que le PS votera la censure, mais ce sera le RN qui ne la votera pas parce que les propos racistes de Bayrou vont les satisfaire. Vous êtes d'accord, William T? En fait, le RN... à chaque fois qu'on me pose la question, maintenant je donne la même chose. Marine Le Pen avait promis de ne pas voter la loi immigration en décembre 2023 et finalement, le jour même, elle a dit qu'elle votait pour la loi immigration. Elle avait promis qu'elle ne censurait pas Michel Barnier et puis finalement, elle a censuré Michel Barnier le jour même, et à chaque fois, elle prend sa décision le jour même ou la veille. Donc ça veut dire qu'en fait, ce que dit Marine Le Pen ou ce que va faire Marine Le Pen, personne n'en sait rien, et que vraisemblablement, en fait, lorsque vous prenez les discours des porte-parole du Rassemblement national, les mêmes à une semaine d'intervalle, et ils tiennent des discours qui sont diamétralement opposés entre les semaines. Sur la question du Parti socialiste, moi je mettrais quand même un point positif
sur si par cas les personnes sont pour un accord de non-censure, c'est que certes c'est un jour sans fin, mais qu'on a quand même une mémoire qui n'est pas forcément celle du poisson rouge. C'est-à-dire qu'en fait à chaque fois que vous votez une censure ou que vous revenez à la table des négociations, vous avez un coût. Et ces coûts est directement porté parce que ce sont des gens dont le marché est un marché électoral qui doivent se présenter devant des électeurs. Or, les électeurs ne sont pas très contents de ce qui se passe actuellement à l'Assemblée nationale. Lorsque vous prenez une enquête, qui est l'enquête qui sort chaque année et qui est la plus large et la plus précise, c'est une enquête Fracture Française qui sort de l'Ipsos, qui sort à chaque fois en fin d'année, qui dit une chose suivante. Que pensez-vous de la classe politique? La chose est très claire. 84% des citoyens pensent que la classe politique ne sert pas les intérêts des Français, ils ne servent que leurs propres intérêts. Donc c'est-à-dire que s'ils continuent comme ça, qu'importe les élections, ils vont tous se faire balayer, l'ensemble des points. Et ça va arriver sur une victoire irrémédiable du Rassemblement national. Pourquoi? Premier point, c'est que des gens ont voté la dernière fois pour faire barrage au Rassemblement national. Il faut quand même se le rappeler. Marine Le Pen et ses députés, notamment Jordan Bardella, sont arrivés en tête de l'élection et que des gens qui n'étaient pas forcément d'accord entre eux se sont dit on va se retirer pour empêcher la victoire de Marine Le Pen. Donc c'est-à-dire que c'est ni le Nouveau Populaire, ni Renaissance, ni les Républicains qui ont gagné. Ce sont les gens qui ont voté contre le Rassemblement national. Et ces gens-là disent à la plupart de leurs représentants mettez-vous d'accord, et c'est dit par les entreprises, même le MEDEF est prêt à négocier avec la CGT. C'est quand même dire l'ampleur de la volonté des acteurs à vouloir se mettre d'accord. Donc s'ils refusent de se mettre d'accord, s'ils continuent à jouer comme ça, je pense qu'aux prochaines élections, les gens qui les ont soutenus et qui ont sauvé leur siège ne le feront pas une deuxième fois. La deuxième raison aussi, c'est tout simplement parce qu'en fait, ils n'ont pas intérêt à le faire cette fois-ci. C'est-à-dire que la première fois, ils avaient intérêt à le faire parce qu'on ne savait pas ce que ça allait donner, une censure de Barnier, on disait, vous inquiétez pas, il y a la loi spéciale, etc. Aujourd'hui, on mesure concrètement le coût et l'impact de la loi spéciale. Certes, effectivement, pour la majorité de nos concitoyens, ça n'a pas un impact direct, mais lorsque vous regardez différentes personnes qui peuvent être touchées, qui ont besoin d'un emploi, qui ont besoin d'un investissement, qui ont besoin d'une subvention, qui ont besoin de l'aide de l'État, et l'État pèse beaucoup dans l'économie française parce qu'il dépense à hauteur de 58% du produit intérieur brut, c'est-à-dire qu'il touche et il aide indirectement 60% de l'économie française, et ben ces gens-là ont besoin directement de l'État. Or, lorsqu'ils vont avoir une difficulté, l'État pourra dire on ne peut pas, on attend un budget. Et ces gens-là vont se dire ah bah qu'est-ce qu'ils arrivent? Est-ce que les députés vont réussir à se mettre d'accord ou pas? Et je ne suis pas sûr que les demandes des socialistes ou les volontés de Bayrou de rester vont se heurter finalement à cette difficulté. Vous vouliez réagir Oui, parce que c'est de eux dont on n'a pas parlé depuis le début. Et c'est la question que vous posez, elle est liée directement à ça. C'est le Rassemblement national qui va faire, qui va faire la balance. Ces derniers jours, on a beaucoup parlé justement des socialistes et la manière dont Bayrou voulait les câliner ou pas les câliner. Bon, mais on parlait moins du Rassemblement national. Et il y a deux choses qui ont eu lieu il n'y a pas très longtemps. Il y a eu l'élection et donc l'intronisation de Donald Trump aux États-Unis, où on a eu certaines personnalités publiques françaises d'extrême droite, et notamment Éric Zemmour, qui était présent. Ça a un peu revigoré la sphère d'extrême droite en France, de voir que sur le plan international, ils étaient vus comme bankable par une partie des citoyens. Et c'est lié aussi à ce qui s'est passé avec Donald Trump, c'est la prise de parole de Jordan Bardella. Jordan Bardella, il a pris la parole j'imagine, parce qu'il en avait un peu ras-le-bol qu'on s'occupe que des socialistes, en rappelant que lui, ce qu'il attendait, c'est qu'il y ait de nouveau des élections législatives pour qu'enfin, en gros, le peuple puisse s'exprimer. C'était en substance ce qu'il disait. Et donc, il a rappelé par là même à François Bayrou qu'ils étaient là. Et que donc ils étaient une menace pour lui. Ce que peut-être avait un petit peu oublié François Bayrou ces tout derniers jours, parce qu'il l'a en tête depuis longtemps. Et je vais revenir à ce terme de submersion, puisque c'est l'objet de tout ce pataquès. Le sentiment de submersion, il progresse pas en fait chez les Français. Et il y a cette étude des fractures françaises, elle montre que depuis 10 ans, il y a 65% des Français qui affirment qu'il y a trop d'étrangers en France. Mais c'est un chiffre qui stagne, voire qui baisse un petit peu. Par contre, ce chiffre, quand on ne regarde pas sur l'ensemble des Français, mais quand on regarde sur l'électorat du Rassemblement national et de la droite, il y a 87% des électeurs chez les LR et 96% de ceux du RN qui pensent qu'il y a trop d'étrangers. Donc finalement, on parlait du timing en tout début d'émission de François Bayrou. Il s'est un peu pris les pieds dans le tapis parce qu'il a eu ces messages aussi de Jordan Bardella qui sont arrivés à ses oreilles. Et finalement, il a été un petit peu à vouloir donner, peut-être à envisager après le budget, comment il allait tenter de survivre. Sauf
que du coup, il a oublié qu'il fallait qu'il enjambe le budget. Et même finalement, il donne des gages aux socialistes, mais il faut qu'il donne des gages au RN. Donc en fait, je reviens à ce que je vous disais, c'est presque impossible de parler du régalien et de parler du social sur des gens qui sont irréconciliables sans créer une fracture. Erwan? Sur la question du PS, est-ce qu'ils vont voter ou pas vous avez une personne qui dit qu'il pense qu'ils vont voter la censure. Il y a eu quand même un petit début de porte, trou de serrure qui s'est ouvert avec Patrick Kanner, qui est donc le chef du groupe PS au Sénat, qui s'est quand même dit... alors, il parle de quelques bribes d'avancée. Il se dit rassuré sur les 4000 postes à l'éducation nationale qui, a priori, et François Bayrou ne veut plus de cette suppression. Il l'a confirmé sur LCI lundi. Il l'a confirmé, mais on va quand même voir ce qui va être décidé en commission mixte paritaire. C'est pas complètement joué, mais en tout cas, voilà, il s'est exprimé là-dessus. Il s'est exprimé sur les 7 heures supplémentaires de travail gratuits, dont il ne voulait pas non plus. Et puis, effectivement, vous le citiez tout à l'heure, sur le pouvoir d'achat, sur les salaires ou une augmentation du SMIC, sur la prime de pouvoir d'achat, sur l'écologie. Et donc, c'est comme si quand même, on fait monter les enchères et en même temps, on fait passer de tout petits signaux pour dire c'est pas complètement mort. Et donc, sans doute jusqu'au dernier moment, demain matin, ça commence à 9h30, cette commission mixte paritaire, jusqu'au dernier moment, il va y avoir des tractations avec une tension extrêmement forte et des enjeux de pouvoir qui vont se jouer. Parce que dans la commission mixte paritaire, alors la façon, c'est un peu comme c'est un roulement en fait, notamment à l'Assemblée nationale. Ça roule. Enfin, c'est pas toujours les mêmes personnes en fonction des commissions mixtes paritaires. Et il se trouve que là, comme par hasard, cette commission mixte paritaire, elle est plus avantageuse pour la majorité. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens DLR et de Renaissance. Oui, mais ça aurait pu parce que celle. En fait, il y a un siège. Voilà, il y a un siège qui tourne. Donc, du fait du manque de majorité à l'Assemblée nationale, il y a un siège là qui est tournant. Voilà. Et donc là, celle-ci, elle est plutôt favorable au gouvernement. Donc franchement, il va pas y avoir ça va pas être la catastrophe au sein de la commission mixte paritaire. Mais ce que disait Erwan, c'est que finalement, toute la question, c'est vont-ils injecter les demandes du PS pour sortir un texte où le PS pourra dire regardez, messieurs, mesdames les insoumis, on a eu ce qu'on voulait. Donc, on ne va pas, nous, on va faire preuve de responsabilité, on ne va pas voter la censure. Donc, il y a quand même un enjeu pour les membres de cette commission mixte paritaire, parce que s'ils n'intègrent pas les demandes du PS, le PS pourrait dire, écoutez, on a fait tout ce qu'on a pu, on a été en responsabilité, donc vis-à-vis de leurs électeurs, ils montrent aussi, mais ensuite, c'est par exemple le gouvernement qui n'a pas suivi ou la majorité qui n'a pas écouté des choses acceptables pour les citoyens. Et finalement, le PS, on a l'impression qu'avec ce terme de submersion, ils s'en sortent bien. Ils peuvent trouver des justifications et tout. Oui, là, ils vont trouver... En fait, non, il n'y a pas que le PS qui s'en sort bien. Bayrou peut s'en sortir aussi. Parce qu'en fait, dans la commission mixte paritaire, le problème de François Bayrou, c'est qu'il a les Républicains avec lui. Or, les Républicains, par l'intermédiaire de leurs différents dirigeants, Retailleau et Wauquiez, ont dit que le budget actuel, ou en tout cas le budget qui avait une tendance à faire des concessions socialistes, ne leur convenait pas. Or, ça a été rappelé, il a besoin de LR, parce qu'en fait, sans LR, il est plus majoritaire au sein de la commission mixte paritaire. Et c'est pas si les LR se retirent et qu'ils remplacent les LR par les socialistes, vous n'êtes toujours pas majoritaire à la commission mixte paritaire. Donc, il vous faut LR et les socialistes. Et pour ça, comment il fait ? Moi, je pense que c'est ça qu'il veut faire depuis le début. C'est qu'en fait, il va donner sur le fond une victoire aux socialistes pour que et Boris Vallaud et Olivier Faure puissent aller voir leurs cadres et leurs électeurs et leurs militants et la France Insoumise en disant « Vous voyez, nous, avec notre méthode, on arrive à avoir des résultats et c'est comme ça qu'on fait vivre l'esprit de gauche. » Et en fait, aux Républicains, il leur donne une victoire symbolique qui est celle de la question de l'immigration. Et c'est pour ça que leur électorat vote pour ça. Il faut quand même rappeler que leur ministre phare et leur ministre star, c'est Bruno Retailleau. Et notamment, il est devenu populaire grâce à la question de l'immigration et grâce aux thématiques de sécurité. Donc, il va tout donner à Retailleau sur la question de l'immigration et de la sécurité. Peut-être pas en traduction de projet de loi, parce que dans ce moment-là, il risque une censure du Parti socialiste. Mais en tout cas, en termes de victoire symbolique, pour qu'il reste là et qu'il fasse voter les sénateurs. Et de l'autre côté, il donnera les gages budgétaires à la gauche pour que Kanner et Boris Vallaud soient contents. Erwan, vous voulez réagir ? Non, j'approuvais. Pour le coup, on a redonné le calendrier pour que ça soit très très clair. En cas d'accord, puisque donc on parle de cette fameuse commission mixte paritaire, le budget 2025 sera soumis au vote des députés à l'Assemblée nationale le 3 février. La semaine prochaine. La semaine prochaine, puis au vote des sénateurs
le 7 février. Si ce n'est pas conclusif, 49.3, avec le risque de motion de censure. S'il y a motion de censure, comme je disais tout à l'heure, le Premier ministre, le gouvernement tombe, le Premier ministre tombe, et on refait tout sur le même budget. Si le prochain Premier ministre décide de reprendre le texte tel qu'il était, et a priori, parce qu'il y aura de plus en plus une urgence, c'est ce qui se passera, ou alors de remettre sur la table une nouvelle proposition de loi, un nouveau budget, ce qui ferait encore plus durer les plaisirs et les examens à au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a quand même une grosse pression pour que ce budget puisse être voté, même si c'est un budget qui ne satisfera pas beaucoup de monde. Il faut absolument trouver un consensus. Amélie, pardon, comme on doit vous libérer justement un petit peu plus tôt, je voulais vous laisser le mot de la fin. Votre mot de la fin. En fait, je vais ouvrir un peu le débat sur autre chose. Il faudra quand même se poser la question, parce que je crains que ça s'installe, de l'instabilité politique française qui a été inaugurée avec cette dissolution. D'ailleurs, Emmanuel Macron apparemment s'ennuie, mais j'ai envie de lui dire que les Français se fichent de savoir s'il s'ennuie ou pas, parce qu'il a mis un bordel sans nom à l'Assemblée nationale qui fait qu'aujourd'hui, c'est impossible, comme il n'y a pas de majorité, ou des majorités qui sont sur des sujets tellement clivants qu'il est presque impossible de les obtenir. Donc, ils avaient dit, ce sera texte par texte. On voit ce que ça donne. Et on voit tellement ce que ça donne que ça a un impact sur quelque chose qui est aussi important que le budget. Et cette instabilité politique, si elle est là sur les prochaines années, ça va forcément être bénéfique pour un parti qui est le Rassemblement national, parce que eux, ils sont en train de mettre en place ce qui s'appelle chez eux la stratégie de la cravate. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, les élus, les socialistes, par exemple, eux, ils ont tout intérêt à garder des élus, parce que derrière, avoir des élus, c'est aussi avoir des dotations financières, et que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Eh bien, le Rassemblement national, qui a raflé une quantité astronomique de sièges, c'est un record pour eux cette année. De toute façon, ils continuent, ils progressent à chaque fois. Ça leur a permis d'avoir de l'argent dans les caisses. Et cet argent dans les caisses, ça leur permet d'embaucher plus et d'embaucher des profils un peu plus seniors, et ça leur permet de former mieux les gens qui sont les députés de demain, et qui permet un peu d'éviter le grand n'importe quoi qu'on en a eu parfois chez les candidats. Certains d'entre vous doivent se souvenir des choses épiques qu'on a vécues en juin et juillet. Pourquoi je vous dis ça? Parce que eux, comme ils ont cette stratégie-là, quand ils vont arriver sur les prochaines élections, ils seront prêts. Ils seront encore plus prêts que la dernière fois. Et donc, ils vont encore montrer plus de sérieux que la dernière fois, avec des éléments de langage qui seront encore plus ciblés, avec des propositions qui seront plus matures que ce qu'elle avait jusqu'ici, Marine Le Pen. Et pour ceux qui ont voté, par exemple, pour le NFP ou pour le Front populaire, et donc qui ne veulent pas voter pour l'Assemblée nationale, il faut avoir conscience que c'est très dangereux. C'est très dangereux parce qu'en face, vous avez un éclatement de l'offre politique qui n'est pas du tout une bonne chose face au Rassemblement national. Et moi, je crains que dans les prochaines années, ce qu'a fait Emmanuel Macron, ça installe justement une instabilité qui soit durable. Et c'est les Français et c'est les citoyens qui seront, on va dire, victimes de tout ça. Merci Amélie Le Breton. On vous libère, vous deviez partir un petit peu avant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle juste que vous êtes spécialiste en communication politique, présidente de l'agence en communication Coriolink. Merci. Votre mot de la fin à vous deux, parce qu'on arrive quand même à la fin de cette heure. Alors, je vous laisse après la parole. J'écoutais ce que disait Amélie, c'est très intéressant et c'est presque très paradoxal. On a construit cette 5e République justement avec le souci d'essayer d'avoir un maximum de stabilité, quitte à avoir un exécutif et notamment un président de la République très fort et très présent. Et aujourd'hui, on se pose la question de est-ce qu'on est au bout de ce système, ce dispositif, parce que on avait justement voulu construire une stabilité, et là on voit que on a eu un président de la République un peu omnipotent et qui finalement, à ses dépens, a mis en place quelque chose d'extrêmement instable. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je reviens à une question, et ça sera mon mot de la fin, sur qu'est-ce qui a pu traverser la tête de François Bayrou lundi soir sur LCI pour parler de ce problème de submersion. J'ai une hypothèse, mais ça n'est qu'une hypothèse, je ne défends pas cette idée, mais est-ce qu'il est en train de mettre en place une sorte de stratégie du cheval de Troie, c'est-à-dire la politique de dédiabolisation du RN
a finalement abouti, elle a fonctionné, et aujourd'hui, on ne peut plus tenter de rediaboliser le RN. Et donc dans ces cas-là, dans les années à venir, et notamment d'ici 2027, il faut jouer un petit peu à armes égales. Et à armes égales, mais il y a un très très gros risque en s'emparant de la sémantique de l'extrême droite, c'est de se dire, ok, aujourd'hui vous êtes un parti en place, et donc on va jouer la stratégie de la dilution, c'est-à-dire en utilisant les mêmes les mêmes armes, notamment sur le régalien, notamment sur l'immigration. Ça rend le Rassemblement national peut-être moins entendable, plus dilué dans son discours, et ça peut permettre à un parti ou à un candidat de reprendre la main. C'est un début de nouvelles stratégies qui peut-être est en train de se mettre en place. Je ne sais pas, mais il y a tellement de questions sur ce qui s'est passé lundi soir que ça peut être une des hypothèses. William T, votre mot de la fin? Alors, mot de la fin, c'est pas simple. Moi, je dirais la chose suivante. La démocratie, c'est la démocratie par le peuple et pour le peuple. Or, la difficulté qu'on a depuis la dissolution, c'est qu'au-delà des choix et des erreurs qui ont été faites par différents grands acteurs politiques, c'est qu'on a l'impression que les députés et les représentants politiques n'agissent que pour eux-mêmes. Et lorsque vous avez des représentants politiques qui n'agissent que pour eux-mêmes, vous avez différentes tendances historiques et que les députés devraient s'en souvenir. Il faut oublier qu'ils ont été élus pour un mandat qui a été conféré par le peuple. Et ce mandat était le suivant. Au premier tour, les Français ont mis le Rassemblement national en tête. Au deuxième tour, ils ont empêché l'arrivée au pouvoir de Jordan Bardella. Donc s'ils veulent empêcher l'arrivée au pouvoir de Jordan Bardella, ils ont intérêt à dépasser les querelles partisanes pour se mettre d'accord pour l'intérêt général. Mais aujourd'hui, en fait, on arrive sur une grande difficulté, c'est-à-dire que tous les mots d'intérêt général ont disparu au profit des négociations, au profit de certains acteurs, au profit de certaines catégories politiques. Le deuxième point, qui était marquant, et je pense que c'est désolant, c'est qu'on a reproché, ça a été dit précédemment, que la Ve République conférait trop de pouvoir au président de la République et au gouvernement. Cette fois-ci, les députés avaient le pouvoir, parce qu'en fait, c'est à l'Assemblée nationale que ça joue, dans la mesure où vous n'avez pas de majorité. Or, les députés ont été incapables de se saisir du pouvoir pour en fait imposer un budget au gouvernement, parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Il n'y avait pas forcément besoin de Premier ministre ou de ministre de l'économie pour arriver sur un budget. Si les principaux groupes parlementaires s'étaient mis d'accord, ils auraient pu faire adopter un budget sans l'avis du gouvernement. Ils n'ont pas voulu se saisir de ce pouvoir, alors qu'une grande partie d'entre eux plaident pour une 6e République. Et bien finalement, ils ont remis le gouvernement au centre du jeu. Et je pense que la dernière incohérence est la suivante. C'est surtout celle-ci, moi, qui me marque. C'est que désormais, les intérêts politiques deviennent de plus en plus déconnectés aux intérêts économiques, avec la chose qui est suivante. C'est-à-dire que pour faire adopter un budget et pour survivre politiquement, François Bayrou doit lâcher le maximum d'argent possible. Or, c'est contradictoire avec, d'une part, ce que veulent les Français, parce que 71% d'entre eux trouvent que les impôts sont trop élevés. Et le deuxième point, c'est qu'on le sait à peu près, c'est que les mesures qui sont prises ne sont pas dans un objectif d'intérêt économique, mais uniquement dans un objectif d'intérêt politique. Or, il n'y a rien de plus dommage de raconter à l'ensemble des gens qui nous écoutent et à l'ensemble des Français de dire on ne fait pas un budget parce qu'en fait c'est le meilleur budget économiquement, on fait uniquement un budget pour faire plaisir à un Premier ministre, un parti socialiste et quelques-uns uniquement pour qu'ils soient contents et qu'ils votent le budget. Mais à aucun moment, et vous le reprenez, aucun d'entre eux n'ont dit c'est un budget qui permettra de faire soutenir économiquement la France. Ça me fait penser à Jet Set Willy qui a écrit Le problème c'est de savoir quel est l'intérêt général quand tout le monde est divisé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler du budget. Erwan Benezet, journaliste au service économie du Parisien aujourd'hui en France, et William T, président du groupe de réflexion Le Millénaire. Et donc on peut vous lire dans Le Point, vous êtes chroniqueur économique. Merci beaucoup. Je vous laisse vous lever et on passe au sujet suivant. C'est comme ça que ça marche chez nous. Donc on change complètement de sujet maintenant. Voilà, fini la politique. Comme je le disais, on va accueillir nos invités qui vont arriver tout de suite. Alors, fini la politique donc, on va parler de télévision maintenant. Et vous étiez peut-être parmi les 4 millions de personnes qui étaient devant TF1 samedi pour la finale de la Star Academy. On va parler pendant 1 heure du succès de l'émission et plus globalement, si j'arrive à parler, de la télé-nostalgie, de ces vieilles émissions télé qui reviennent dans de nouveaux formats. Je pense au Big Deal, à la Roue de la Fortune aussi. Roue de la Fortune qui a fait son retour lundi sur M6. Et on va évoquer tout ça avec nos invités qui viennent de s'installer. Bonjour Louise Brinon. Bonjour. Vous êtes chargée de développement d'émissions de flux pour le groupe Banijé Productions Média. C'est ça. Je ne me trompe pas?
C'est ça, aussi appelé Air Production. Air Production. Bonjour François Jost. Bonjour. Alors attention, il va falloir parler dans le micro. Est-ce que Oui, non, mais là, bien dans le micro? c'était pas bien parce qu'il y avait en plus ma montre qui sonnait. Enfin, bon, voilà. Mais maintenant vous êtes à l'aise, mais, on va pouvoir oui, commencer. bonjour, donc, Bonjour on François recommence. Jost. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle et directeur de la revue Télévision et de la collection À suivre consacrée aux séries télévisées. Merci d'être avec nous. Absolument. Et bonjour Margot Abbat. Et bonjour. Margot, vous étiez candidate l'année dernière à la Star Academy. Ouais. Vous êtes restée, pardon, enfin, je peux te dire tu peut-être, mais Ouais, en soi, tu peux me dire tu, hein, c'est ok. tu es restée 5 semaines au sein du château de Damary-Lélis. Tu vas pouvoir nous partager un petit peu ton expérience. Donc si aujourd'hui on est ensemble, c'est pour parler de la Starac et comment plus de 20 ans après, on renouvelle le genre pour que ça fonctionne. J'ai envie de me tourner vers vous, Louise, en premier. Comment aujourd'hui on fabrique une émission de télé qui marchait il y a 20 ans pour qu'elle remarche? Si on parle de la Starac, on prend les mêmes ingrédients qui ont fait son succès, donc le château, Nikos, des élèves, un casting quand même qui est intéressant, ils savent chanter, ils ont de la personnalité, des profs qui les accompagnent et on change plutôt les valeurs, je pense, aujourd'hui. On fait en sorte à ce qu'on fasse une émission qui soit bienveillante. Je dirais c'est beaucoup plus une académie que la Starac, c'est-à-dire qu'on ne veut pas forcément créer une star, mais on veut vraiment faire grandir des jeunes, leur donner les clés pour qu'ils deviennent de vrais artistes et qui deviennent, oui, c'est ça, qui deviennent des interprètes accomplis et dans la bienveillance. C'est-à-dire que je trouve que ils sont tous, ils s'entendent bien, ils sont tous sympas les uns vers les autres. Mais Louise, j'ai envie de. Je Je prends la vous en parole. prie, je J'ai vous en envie prie, de vous François. demander, vous dites, on reprend les choses et puis on recommence, on refait, etc. Mais vous avez montré toute la différence. C'est la bienveillance. C'est ça, la Parce narration. que, Ouais. bah oui, parce que quand même, la première Starac, d'abord la vie privée était très importante. Et on savait que le Jean Pascal qui chantait le plus mal, c'est celui qui avait le plus de succès. C'est intéressant de voir qu'on est passé d'une époque où il y avait aussi Popstar, tout ça, les jurys étaient méchants, à C'est une vrai. époque où c'est bienveillant, comme vous avez Bienveillant, dit. c'est ça. Ouais. Margot, toi tu as participé. Tu peux confirmer cet Ah bah, esprit complètement, de complètement. bienveillance? Ouais, c'est exactement ce qui s'est passé. Et justement, c'est vrai qu'avant de faire une émission comme ça, tu peux te poser toutes ces questions. Et au début, tu es un petit peu stressé parce que tu te dis, mais justement, c'est la télé, je ne m'y connais pas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va montrer de ma personne? Comment ça va se passer, les montages, etc. Et effectivement, en fait, de l'avoir vécu de l'intérieur, c'est complètement bienveillant. Et puis en plus, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance de tomber particulièrement dans une promo vraiment d'amour et de petit cœur, quoi. Mais je pense que c'est important, effectivement, de s'adapter à son époque. Et effectivement, avec l'arrivée des réseaux sociaux, il y a aussi des choses où on n'est plus il y a 20 ans, donc il faut adapter ça. Et je pense que c'est ce qui a touché aussi, du coup, les gens. Tu connaissais le programme? Est-ce que tu regardais quand tu étais petite? Bah ouais, c'est ça qui est marrant, quoi. Alors, j'étais jeune, moi, je suis née en 98. La première émission, c'était 2001. Mais j'ai quand même des souvenirs. Moi, je me souviens, Grégory Le Marchal, Jennifer, moi, j'étais fan. Je dansais dans ma chambre sur ma chaîne IFI. Enfin, à cette époque, quand t'es un enfant, tu regardes ça, t'as des étoiles dans les yeux, quoi. Donc c'est fou de s'y retrouver après, des années plus tard dedans. Ouais. C'est pour ça que l'effet nostalgie fonctionne aujourd'hui, Louise? Oh oui, complètement. Je trouve qu'on retrouve vraiment tous les codes des années 90. On retombe vraiment dans une autre époque et c'est un peu, je pense, ce que les gens cherchent aujourd'hui. Voilà, et dans une époque où il y a des crises financières, où il y a la guerre, c'est difficile, c'est une époque difficile. Je pense que les téléspectateurs ont envie de retrouver un peu une émission doudou avec tous les codes des années 90 et en plus aujourd'hui adaptée aujourd'hui avec une narration bienveillante. Ça répond à une demande, Oui, François c'est Jost? très propre à la télévision. Vous savez, Godard disait la télévision n'a pas de mémoire. Moi, je dirais exactement le contraire. C'est-à-dire que le cinéma, quand on voit un film, 20 ans après, on ne sait plus dans quelle salle on l'a vu, on ne sait plus forcément avec qui on était, etc. La télévision, on sait. C'est-à-dire qu'on se rappelle comment on regardait les émissions pour enfants, que disait la mère, il faut que tu te presses, il faut que tu t'habilles, etc. Tous les commentaires, les frères et sœurs s'engueulent, ou je sais pas quoi. Tous ces trucs qui reviennent en mémoire quand on reprogramme une émission qui a existé avant. C'est vraiment, c'est propre au médium télévisé, quoi. La télévision est le lieu de la nostalgie.
C'est la Madeleine de Proust. Oui, j'aime pas trop utiliser ça parce que ça veut plus tout à fait rien dire. Mais en fait, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Alors aujourd'hui, on a la roue de la fortune qui s'est relancée cette semaine sur M6. Il y a eu le Big Deal. Il y a aussi, bon, il y en a plein en fait. Il y a eu Secret Story aussi sur TF1. On a vraiment L'île de la Tentation, non? L'île de la Quelque part, Tentation ouais. également. Ouais. C'est vrai. Est-ce que c'est aussi une panne d'inspiration peut-être de la télévision? Moi, je pense que c'est pas un manque d'inspiration, c'est un manque de courage. C'est plutôt ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chaînes préfèrent on est dans une télé de format. Alors ça, c'est relativement récent, vers les années 80 qu'on est rentré dans une télévision de format. Donc on vend des recettes et puis on les adapte à droite et à gauche. Donc quand on a l'expérience de comment un format a marché dans tel ou tel pays, si en plus ce pays est assez proche culturellement d'une autre, on peut minimiser les risques. Et c'est ça qui fait, enfin bon, je pense que Louise me complétera, mais je pense que c'est ça qui fait le retour vers des formats connus. Oui, je pense que c'est pas la première fois qu'on assiste à un retour, des anciens formats, quand D8, relançait Apprendre ou à laisser aussi, même La Roue de la Fortune était revenue sur TF1, donc c'est pas la première Le vague des maillon retours. faible souligne la vie secrète Oui, également dans le chat. exactement. Non, c'est vraiment pas la première fois. Je pense qu'aujourd'hui, ça fonctionne vraiment bien, parce on a besoin de ces codes-là peut-être des années 90. Ça nous fait du bien, ça nous rassure. On a l'impression qu'avant c'était mieux, même si c'est un biais de positivité de notre cerveau. Donc oui, il y a un retour en force de ces formats. Pour la plupart, il y a une très bonne audience. Donc ça confirme vraiment cette tendance. Donc les diffuseurs vont vers ça si les téléspectateurs sont présents. Oui, qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus en fait sur ces retours? Moi, j'ajouterais peut-être que, Sur le si vous geste. voulez, pourquoi ça marche aussi bien, c'est parce que ça refait des communautés. Vous savez, c'est comme sur, je sais pas, sur Facebook, vous avez des groupes sur les années 80, les objets qu'on trouvait dans les années 80 ou 90, etc. Et on regarde ça avec vraiment une sorte, non seulement de nostalgie, mais une sorte de tendresse, hein, de tendresse pour nous, pour nous-mêmes. Et donc, je pense que c'est ce qui fait aussi ces retours. Vous voyez. Comment on Et le si vit je de peux me l'intérieur, permettre- Margot? Ouais, Ah oui, voilà. j'avais juste envie de continuer dans ce sens-là. Si je peux me permettre, j'ai l'impression aussi que de façon plus généralisée, il y a aussi une forme de cycle dans la vie où il y a beaucoup de choses qui reviennent. C'est-à-dire que Ouais, c'est cyclique. ouais, c'est cyclique, quoi. C'est comme la mode, tu vois. D'un seul coup, on se met à remettre des grosses vestes en jean, des baggy, comme avec la musique, comme avec plein de choses. J'ai l'impression que c'est toujours pareil. Les slims, pour l'instant, on a carrément abandonné l'idée, mais je suis persuadée que les slims vont revenir. Enfin, je crois que il y a un peu ce truc-là. On lâche quelque chose. On a porté des choses pendant un moment donné, puis finalement, c'est plus la mode, c'est plus le moment, puis on les remet. Et puis quelque part, il y a aussi ce souvenir de périodes où, effectivement, comme vous disiez, bah ouais, moi, quand j'étais petite, c'était un moment en famille, c'était avec ma mère. C'est aussi ça qui fait qu'on est attaché à une émission. Ça réunit plusieurs générations, en plus maintenant Ouais. aujourd'hui. Donc ça a un intérêt. Par exemple, la Star Academy, ça peut faire venir les jeunes devant la télé. Lors de la finale, cette année, il y a eu 58% de 15-24, donc c'est un score énorme. Ça peut être un peu un cheval de Troie pour TF1 pour faire venir des gens qui n'ont potentiellement jamais regardé la télévision, qui regardent ça avec leurs parents. Donc il y a plusieurs générations. On appelle ça l'écoute conjointe et les chaînes vont vers ça. Pardon, je t'ai coupé, Margot, mais Non, mais Et les c'était très mères en intéressant. particulier. Et les mères en particulier, je veux dire, leur relation avec sa mère, dans les couples, je veux dire, sans séparés, etc. Je pense que ouais, de réunir tout le monde devant la ouais, télé. ouais. Est-ce qu'on se rend compte, ça, de l'intérieur, du phénomène qu'on devient? Franchement, pas du tout. En plus, ça, c'était un relancement, donc il y avait une saison avant celle que j'ai fait, mais qui a été une courte saison, qui a été un peu comme une sorte de saison test, entre guillemets. Donc en fait, on n'avait aucun recul pour se rendre compte. Tout ce qu'on a à faire, et je pense que c'est le meilleur conseil d'ailleurs que je peux donner aux gens qui font ce genre d'émission, c'est d'y aller en se prenant pas trop la tête, en se disant bah, je vais vivre un truc, je vais vivre une aventure de vie, que ce soit celle-là ou autre chose, une aventure, et profiter du moment présent en restant soi-même, puisque de toute façon, on ne sait pas ce qui se passe dehors. Donc en fait, sois toi-même, profite de l'instant, parce que franchement, c'est vraiment des belles choses qui se passent à l'intérieur. Donc, mais à aucun moment, tu peux savoir, en fait. Et c'est aussi ça la magie de cette émission. Je pense que c'est une grande chance pour nous
de ne pas avoir accès à l'extérieur et de ne pas avoir nos téléphones. Il y a des gens parfois qui me demandent, qui me disent, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que vous êtes vraiment coupés? Oui, et franchement, merci. Parce que si on savait ce qui se passait, on s'adapterait, on aurait peur, on se dirait, ah oui, du coup, les gens trouvent que j'en fais trop, alors je vais en faire moins. Et en fait, non, c'est une chance de ne pas savoir et puis de couper de tout ça et de juste vivre le moment avec tes potes, quoi. C'est ce qui se passe sur le moment, quoi. Et c'est ça qui est repris, les symboles. La minute de téléphone dans la Star Academy, Ouais. c'est un symbole avec le téléphone rouge. Il y a ça qui revient. Alors, effectivement, les émissions s'adaptent à leur époque, mais il y a quand même toujours ces symboles. De la roue de la fortune, il y a la roue. Il n'y Ouais. a plus Victoria, par contre. Exactement. Il y a plus la... Oui, ouais, il faut se réadapter. Je pense que quand on crée des émissions, on a envie de coller à la société française. En tout cas, on fait ça pour que les gens les regardent. Donc, tous nos concepts, on veut qu'ils trouvent un écho avec la société française. Donc, quand on diffuse aujourd'hui la Starac ou la Roue de la Fortune, effectivement, la télé, c'est un peu le miroir de l'époque. Donc, Il faut y penser, c'est important. Très important. Vous y pensez quand vous pensez à fabriquer une émission? Évidemment, oui. On pense à l'histoire, on va la mettre en forme, créer une mécanique qui soit assez forte pour qu'elle soit regardée. On va essayer de faire des règles qui sont assez simples aussi et lisibles pour le téléspectateur. Mais on va aussi penser à l'époque dans laquelle on est. Donc on va se demander si est-ce que ça va correspondre aux Français aujourd'hui. Ça fait effectivement partie des critères qui sont très, très, très importants, oui. François Jost, vous vouliez réagir? Oui, je Sur voulais les réagir. symboles? Je voulais réagir, mais je ne sais plus Vous avez exactement. perdu le fil de votre Je ne pensée. sais plus sur quoi. Oui. Si, je voulais dire une chose sur le téléphone. Le téléphone, si, enfin pas vous, quelqu'un de votre âge, etc., va dans un lycée et qu'on lui dit laisse ton téléphone à l'entrée, il va très mal réagir. Où il y a toujours des disputes, etc. Aujourd'hui, les gens qui sont dans la Starac acceptent de laisser leur téléphone de côté, etc. Donc j'avais écrit il y a très longtemps, en 2002, dans un livre qui s'appelait L'Empire du Love, que la Starac, c'était l'école réconciliée. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait le reflet de la vie, parce que c'est beaucoup mieux que la vie, puisque vous avez des parents et des enfants qui sont d'accord pour le truc général de se former à chanter, etc. Vous avez des profs qui sont là pour vous apporter, donc peu à peu vous dites bah, ils sont bien et on a envie de les aimer, on n'a pas envie de les chahuter, hein, ou on se fait engueuler. Vous avez là, ce dont vous parliez, de la bienveillance qui est générale, etc. Donc c'est mieux que la vie. Vous voyez, c'est-à-dire, j'avais appelé ça l'école réconciliée, parce que tout le fait d'accepter de plus avoir de téléphone, c'est un sacrifice énorme dans la vraie vie. Hein. Donc voilà, c'est... Il y a une question intéressante dans le chat de ici Francis Junior. Il y a beaucoup de vidéos YouTube avec des concepts proches de ceux de la télévision. Qui s'inspire de qui maintenant? Louise? Je pense que c'est un peu des deux. Effectivement, il y a pas mal de vidéos de youtubeurs qui sont inspirés de concepts télé, mais avec une autre narration. Je trouve qu'il y a toujours des twists qui sont hyper intéressants. Je pense à Qui est l'imposteur de Squeezie, où il a apporté un élément hyper intéressant, où les personnes qui jouent connaissent potentiellement une des personnes qui se présentent devant eux. Et aujourd'hui, on ne peut pas nier leur existence. Et voilà, la créativité, elle est sur YouTube, elle est sur les réseaux sociaux. À la télé, c'est parfois dur de pouvoir l'exprimer parce qu'il n'y a aussi pas beaucoup de cases disponibles. Donc, il faut en être conscient. Donc, on écrit beaucoup de choses et je pense que 90%, 95% de nos idées vont à la poubelle, soit parce qu'il n'y a pas assez de place. Voilà, quand il y a la meilleure boulangerie qui marche bien ou quand il y a des émissions qui sont installées comme les 12 coups de midi, il n'y a pas de raison à ce que le diffuseur les enlève. Donc, il n'y a pas forcément de place pour s'exprimer, en tout cas, parfois. Et aujourd'hui, pour venir aux youtubeurs, je pense que voilà, c'est là où il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de créativité, et les deux s'inspirent. Et ça va être la suite va être hyper intéressante. Justement, on est à un point hyper déterminant là dans les créations pour est-ce que finalement on arrivera à travailler avec des youtubeurs à la télé? Ça a déjà un peu commencé, mais est-ce que voilà, les jeunes Il y en a vont certains venir? qui viennent animer des émissions. Je pense à Juju Exactement. Fitcat sur M6. Ouais, c'est par vrai. Il y exemple. a eu Danse avec les stars avec des influenceurs.
Voilà, est-ce qu'il va y avoir vraiment une convergence ou est-ce que eux qui sont producteurs de leur propre contenu, ils ont finalement un intérêt à venir à la télé? Ça, je sais pas. Il y a aussi une question sur l'échec des nouveaux formats. C'est Cher Moulax qui parle d'une émission diffusée sur TF1 pendant la période de Noël. Je pense que tu fais référence à Gladiator, qui n'a pas marché. Comment on l'explique ça? Je sais pas, François Josse, si vous avez... Attention au micro, hop, faut bien me Non, mettre je dois dans dire, la- j'ai pas vu. Vous avez pas vu? J'ai pas vu cette émission, donc je sais pas. Louise? Bah, c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'adaptations à la télé. Mais on a beau avoir vraiment les bons animateurs, les bons castings, reprendre exactement les codes parce que c'est un format Gladiators, refaire la même émission et l'adapter à la sauce française et finalement être confronté à un échec. Donc même quand on reprend des formats qui sont des gros succès à l'international, parfois ils ne correspondent pas au marché local. Et c'est ce qui rend notre travail intéressant finalement, sinon on passerait notre journée à copier des émissions. François Jost? Non, je pense que effectivement, l'adaptation culturelle des formats, c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire que si vous regardez la télé-réalité, si vous regardez Big Brother, d'abord, qui n'a pas duré très longtemps chez nous, alors qu'au Brésil, il y a je sais plus combien, mais ça dépasse les 10 ou les 15. Bon, pourquoi ça marche bien au Brésil et pourquoi ça marche pas en France? Ça demande une étude culturelle, en fait, qui nous rend intéressants aux yeux des télévisions. Ça peut être lié aux parfois. valeurs, voilà, des Français. Ça peut être lié à Oui, ça. mais il faut savoir les mettre au jour, ces valeurs. C'est pour ça que les études des universitaires sont utiles Tout pour à fait. pour les industriels. Alors, on parlait tout à l'heure du téléphone. Vous êtes coupé du monde pendant toute cette période, Margot. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on imagine une émission de télévision, on doit penser à ce qu'il y a à côté, aux réseaux sociaux, par exemple, Louise? Quand on l'imagine, ça vit sur les réseaux sociaux maintenant, les émissions. Il y a le live, notamment avec la Star Academy, avec Secret Story aussi, il y a eu le live. Ouais, Qu'est-ce qu'on y tout pense? le dispositif de la Starac est très complet et très bien pensé. Ouais, on doit y penser parce que c'est ce que les gens viennent chercher quand ils regardent des émissions sur YouTube, c'est l'interactivité, c'est la communauté, c'est les formats qui sont courts. Donc c'est ça qu'ils ont envie de regarder aujourd'hui. En tout cas, les chiffres sont très impressionnants sur YouTube. Donc aujourd'hui, quand on pense une émission, on la pense à 360, pardon. Et surtout si on a envie d'aller chercher un public plus jeune et le faire venir à la télé. Comment on le vit, ça, Margot, quand on sort les réseaux sociaux? Alors, je pense que c'est vraiment propre à chacun. Moi, je pense que je suis partie en étant consciente. Enfin, j'essaie en tout cas un maximum d'être... de me préparer à tous les scénarios possibles, en Est-ce qu'on fait. vous prépare en amont Alors, avant d'entrer? Alors, on voit une psy, par exemple, ça c'est important, ça fait partie des étapes de casting, parce qu'effectivement, s'il décèle qu'on n'est pas forcément prêt psychologiquement et mentalement, puisque c'est quand même pas rien de faire ce genre d'émission, je pense qu'il nous envoie pas au casse-pipe, entre guillemets. Mais par contre, finalement, tu te prépares. Il n'y a pas de gens qui viennent te materner et tout ça, mais par contre, je pense que, bon, moi, je fais partie de cette génération qui a grandi avec les réseaux sociaux, donc en fait, je pense que voilà, tu sais déjà de base à quoi t'en tenir, surtout quand tu es déjà actif sur les réseaux. Moi, c'était mon cas, à mon échelle de l'époque. Donc du coup, oui, j'avais conscience que tout pouvait se produire. Et je pense que, honnêtement, je savais pas comment j'allais réagir, parce que ce serait mentir de dire, je pense qu'on s'en fiche complètement du regard des gens. Je crois que c'est... J'envie les gens qui s'en foutent complètement. En tout cas, c'est pas encore mon cas, même si ça va. Et je me disais, je sais pas, mais je verrai et j'essaierai de prendre un maximum de recul. Et puis ce qui se passe, en tout cas dans mon cas, c'est que finalement déjà j'ai pas vu tant de choses méchantes et mauvaises à mon égard, donc déjà je suis assez contente là-dessus. J'ai quand même l'impression que les gens qui te suivent, qui font la démarche de venir te suivre sur tes comptes, ce sont des gens qui t'apprécient, donc ils n'ont pas d'intérêt à venir ne pas être cool. Donc le peu de fois où j'ai pu voir des choses pas très cool, c'était pas forcément sur mes réseaux à moi. Et puis globalement, franchement, ça me fait pas grand-chose, parce que je me dis que pour être capable d'écrire des choses vraiment mauvaises, c'est qu'il y a un mal-être. Il y a forcément un mal-être pour moi. Chez quelqu'un qui prend la peine de prendre son téléphone pour t'écrire des commentaires vraiment pas cool. Et je me dis, moi finalement, moi je suis bien. Enfin, j'essaye de faire en sorte d'être bien avec moi-même.
Et je me dis, bah, finalement, c'est cette personne en face qui l'est pas. Donc, autant envoyer de l'amour, quoi, tu vois, ou rien envoyer du tout. Mais pas rentrer là-dedans et me dire que finalement, ben, chacun ses responsabilités et c'est pas personnel. Je pense que c'est important de se dire que c'est pas personnel. Je pense qu'on est le reflet on reflète des choses et quand parfois les gens ont de la jalousie ou c'est qu'il y a un truc qui vont pas chez eux, mais pas forcément avec toi-même. J'espère que c'est clair ce que je dis. Oui, 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 Non, c'est clair. Mais je voulais venir sur ce qui s'était passé sur les réseaux sociaux quand même avec cette saison. Alors dans ta saison, il y avait Candice qui avait été quand même beaucoup prise pour cible sur les réseaux sociaux, victime de racisme, de misogynie. Là, c'est Ebony. On a la production qui a même porté plainte, qui a saisi le procureur de la République. Vous êtes suivis, vous, les candidats, quand il vous arrive des choses Est-ce que vous en parlez entre vous aussi Comment ça se passe? Mais déjà, on est très soudés entre nous. On a la chance aussi d'avoir ce qu'on appelle des nounous, qui sont là quand même quotidiennement pour nous, qu'on voit pas forcément à la télé, évidemment, mais qui viennent quand même checker régulièrement si tout va bien, s'il nous manque rien. On a aussi un médecin à disposition et une psychologue qui, aussi après l'émission, on sait qu'en fait, si ça va pas, on peut envoyer un message, que ce soit aux nounous, aux directrices de casting, parce que vraiment tout le monde est impliqué et très bienveillant. Donc on peut faire appel à ces gens-là, évidemment, jusqu'à un moment donné où, bon, après, il faut prendre son envol, quoi, comme on dit. Mais en fait, je pense que t'es pas prêt à ce genre de choses. C'est pas, enfin, Mais ça, c'est assez je comprends nouveau quand pas, même. je comprends pas que ça puisse arriver. Ouais. C'est assez nouveau parce qu'au début de la télé-réalité, on laissait tomber complètement les candidats une fois que l'émission était terminée. Il n'y Alors avait ça, pas tout ce suivi. Quand vous dites il suffit d'envoyer un mail au psychologue pour lui dire, etc., c'était pas du tout comme ça. Donc tant mieux, ça a fait un progrès. bah, alors, c'est vrai que moi, j'avais pas conscience que c'était pas le cas à l'époque. Ah oui. Mais effectivement, je pense que c'est nécessaire parce que on se rend pas forcément compte, mais c'est quand même ça bouscule une vie et en fait, personne n'est préparé à ce genre de choses. Je pense. T'as beau te préparer du mieux que tu peux, mais il faut le vivre Pour savoir ce que c'est. Exactement. Et donc c'est bien d'être entouré quand même. Ça, vous y pensez aussi Je sais pas si c'est dans votre rôle, Louise. Alors, ouais, mon rôle s'arrête à la production. Je peux aider en pré-production sur certaines émissions, mais mon travail consiste vraiment à réfléchir à des concepts et à les vendre. Mais oui, je fais partie du groupe Endemol qui produit la Starac, donc j'avais conscience que vous étiez entourés et je suis contente que ça soit vraiment le cas. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui d'entourer les candidats, de les accompagner. De saison en saison, vous en parlez entre vous, Margot? Alors, quand on se rencontre, là, c'est vrai que moi, j'ai pu en rencontrer certains de cette année quand je suis allée les voir. Et puis, il y a aussi un événement dans lequel ils ont été invités, auquel j'avais été invitée aussi. Donc, il y a toujours un truc particulier quand on se croise parce qu'on vient de la même école. Mais là, j'ai pas trop eu l'occasion de les rencontrer là depuis. Donc, ça vient de se finir. Ça vient de se finir, donc je vais les laisser respirer tranquille, mais avec grand plaisir. Et puis, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que quand tu as vécu quelque chose comme ça, qu'on soit de la même promo ou pas, évidemment qu'on a envie de se rencontrer et de faire un point et de savoir comment toi tu l'as vécu, parce qu'en plus on a tous des ressentis complètement différents face à une aventure comme ça. Il y en a pour qui ça va être plutôt cool, il y en a qui ont beaucoup plus de mal, ce qui est complètement normal en fait finalement. François Jost, on parlait du coup, Margot disait on vient de la même école. Vous avez souligné ça justement, c'était une école bienveillante, c'était votre terme? Non, je disais une école réconciliée. Une école Ouais. réconciliée. Une école où on est avec plaisir, où on écoute les profs, où on accepte des sacrifices, etc. Est-ce que le spectateur a envie de voir ça, a envie de voir des choses assez banales? En fait, tout le monde va à l'école, tout le monde est allé à l'école. Oui, mais justement, ça se passe pas toujours très bien, notamment entre la mère et la fille, ou bon, avec le père, c'est sans doute un peu différent parfois. Donc, si vous voulez, c'est une image. On dit, au moins la Starac, ils sont pas cette mésentente, ces problèmes de familiaux. Donc, moi, ce qui m'étonne, si vous voulez, sur quoi je voudrais insister, c'est la différence entre ce que vous disiez, Louise et Margot, sur la bienveillance actuelle de d'une promo, par exemple, et la haine qui se déclenche parfois ligne. en ligne.
avec l'histoire d'Ebony récemment. Et de Et Franck même, aussi. je crois, oui. Les deux candidats noirs de Voilà. cette Et promotion. ça, si vous voulez, là, il y a un fossé qui est terrible entre une Starac qui est devenue, d'après ce que j'ai compris, plus bienveillante, où les gens s'aiment, ils sont en concurrence, mais ils s'aiment, etc. Et la réception par le public. Mais cela dit, c'est pas nouveau, hein. Je veux dire, au début de la télé, j'ai fait un livre qui s'appelait La méchanceté en acte à l'ère numérique, et dans lequel je montrais qu'au début dans les reprises de télé-réalité, les ch'tis, aidez-moi, Les les Marseillais. Marseillais, tout ça, La- il y avait des mails, à l'époque, oui, ou des réactions extrêmement violentes, souvent contre des femmes, j'allais dire souvent contre des femmes blondes. Bon, et là, il se trouve que c'est pas le même cas, mais cette haine en ligne, si vous voulez, est assez inévitable, faut bien le dire. Et en fait, elle touche un peu tout. Moi, j'en ai été victime très très fortement aussi à un moment. Donc ça, c'est un peu un mystère, c'est-à-dire voir que ces émissions qui ont des bonnes intentions sont parfois reçues d'une façon telle que on ne le voit plus, qu'elles sont quand même des prétextes à haine. Parce qu'on supporte tellement un candidat que finalement, toute la haine que les spectateurs Mais en ont fait, sur un autre candidat. ça unit que. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est que normalement, ça fait des communautés. Pour les gens qui sont à l'intérieur, je le crois tout à fait et ça ne m'étonne pas. Mais regardez, il y a beaucoup d'émissions de la Starac ou d'autres où on a vu que des gens du Nord se battaient contre des gens de la Réunion ou des gens du Sud. C'est-à-dire qu'au lieu d'unir le public, ça le fragmentait. Oui, c'est super intéressant ce que vous dites parce que c'est exactement ça. Nous, on n'a pas du tout conscience de ça à l'intérieur, mais en fait, ce qu'on dégage de par notre personnalité ou notre couleur de peau ou notre style vestimentaire ou qu'importe, crée des communautés parce que les gens se sentent impliqués, du coup, se retrouvent en toi, mais en fait, du coup, sans t'en rendre compte, eh ben, tu te retrouves à assister à des guerres de communautés pour savoir, pour que qui aura la meilleure communauté. Tout à Et fait. les gens se battent entre eux pour. Ouais. Et du coup, on se retrouve dans un truc comme ça qui est qui est vraiment pas cool. Et toi, tu sors de ça, c'est ce que disait Marine, c'est que mais c'est pas du tout ce qu'on a transmis à la télé. Nous, on a montré Bien sûr. tout autre chose, un message de paix, de bienveillance. C'est dommage que pour valoriser une personne, on soit obligé d'en rabaisser une autre. Ouais. Ça a toujours été, mais En fait, mais c'est dommage, absolument. quoi. Ouais. C'est vraiment le sentiment que vous avez à l'intérieur en plus. Mais Vous oui, êtes parce que bienveillant, oui. vous vous attendez à ça en sortant et c'est pas forcément. Ah oui, nous on s'aime, on se dit pas. Par exemple, Candice, moi, j'en avais parlé, je crois à un moment donné, ça m'avait fait de la peine parce que je m'étais dit, mais c'est dingue parce que à sa place, si on se met à sa place 2 minutes, elle a été sauvée, je crois, 3 fois par le public. Donc, nous, comme on n'a aucun repère avec l'extérieur, quand tu es sauvé par le public, ça te donne un indicateur sur le fait que tu te dises, Ouais. eh ben, du coup, je pense que je suis aimée, puisque je suis sauvée 3 fois. Ça veut dire que les gens m'aiment. Donc, il y a un truc où ça te rassure, tu t'accroches à ça. C'est le seul truc auquel tu peux te raccrocher pour avoir une idée. Et finalement, tu sors de l'émission et tu te reçois une tonne de commentaires négatifs, pas cool, tu te fais lyncher. Alors que toi, tu pensais être aimé, mais parce que tu te fais lyncher de tous les autres, de toutes les autres communautés, qui pendant que toi, tu t'es fait sauver 3 fois, ben ta place a coûté celle de quelqu'un d'autre. Et donc, il y a un truc où je pense que ça a dû être dur pour elle de se dire, ah, c'est pas du tout ce que je pensais, quoi. Donc, ouais. Mais vous savez, si on fait un peu d'histoire de la François télé-réalité, je vais faire le vieux qui a vécu la première télé-réalité. Au début, on devait exclure les candidats. C'est-à-dire, on votait pour exclure les candidats. Et ça a fait très vite un scandale. Bon, j'étais intervenu dans des émissions aussi pour dire c'est pas possible de montrer une société de l'exclusion où on soit basé sur l'exclusion. Donc depuis, on nomme les gens. On nomme les candidats, ils sont nommés, ils sont plus ou nominés, ils sont plus exclus. Mais le public sauve. fait. Oui, Le public sauve, n'élimine pas en fait. alors oui, c'est ça. Aujourd'hui, Ouais. ouais, enfin, ils sauvent, mais Sauve un candidat. c'est ouais, vrai. ouais. Je me rappelle qu'au début, quand même, il y avait, je sais plus, il y avait un couple. Les gens ont voté un petit peu pour les séparer dès la première année, hein, parce que ça fait plus de récits aussi. Si tout le monde s'aime, il y a un moment, c'est plus. Il y a presque un côté où on s'ennuie, quoi. Ben, on s'ennuie. Ouais. C'est dommage. Enfin, Ouais. ça- Bah, finalement,
il n'y a pas eu dans la Star Academy, pour le coup, il y a pas de clash, comme on pouvait le voir avant. Donc, Il mais y en avait avant. le Il y en avait public, maintenant, s'ennuie pas, à l'air demandeur. Louise, c'est aussi les attentes qui ont changé? Il y en a, mais très peu, je pense. Et je me demande, parfois, peut-être qu'il y a des moments de tension, mais on les montre pas vraiment à la télé. Enfin, bon, je sais pas, j'imagine que, de toute façon, des personnes qui vivent ensemble 24 heures sur 24, il y a forcément des petits moments de tension, mais qui sont pas vraiment racontés dans les quotidiennes. Enfin, très peu, en tout cas. Et, pardon, ta question, c'était... Est-ce que du coup, il y a une attente de... Est-ce que quand on conçoit une émission, on pense au public justement qui veut quelque chose de bienveillant? Est-ce que c'est comme ça que la narration est pensée de l'émission? Oui, c'est effectivement les valeurs. Quand on crée un jeu télé, on va avoir envie de raconter des histoires où des anonymes vont pouvoir être mis en valeur, gagner de l'argent. C'est toujours des histoires qui sont assez positives globalement. Donc oui, on pense totalement à ça, oui. Et dans les castings, il y a quelque chose qui change pour la sélection donc des candidats par rapport à avant? Je pense que la Starac, c'est très particulier parce que c'est un talent show. Il faut avoir plein de compétences, il faut savoir chanter, danser, faire du théâtre. Je pense que ça a changé. J'ai l'impression que ça a changé, en tout cas. Qu'on va plus chercher aussi des gens qui sont talentueux, qui sont peut-être moins des personnages de télé-réalité. On va peut-être chercher aussi des gens qui ont des vraies compétences et, comme on disait tout à l'heure, qui aussi sont humains, reflètent des choses très positives, qu'on a envie de suivre, on a envie de s'identifier à eux. Donc, ouais, Mais là, en fait, on parle pas de la chaîne elle-même, mais il y a une pression de la chaîne. Parce que la chaîne, ce qu'elle veut, c'est réunir le plus de gens possible devant l'écran. C'est-à-dire qu'il y a un concept que je dis toujours, mais que je trouve très, très important dans le marketing américain, c'est qu'il faut qu'une émission soit non objectionnable. Pas forcément la meilleure, mais non objectionnable. Il ne faut pas qu'à propos d'une émission, la famille se déchire. Parce que là, on a tout raté et la semaine d'après, on ne le regardera plus. Donc, il y a la bienveillance, si vous voulez, c'est un argument marketing, essentiellement. C'est-à-dire qu'on a besoin de ça pour que TF1, qui a besoin d'une grosse audience, l'ait. Après, si je peux me permettre, Margot? dans ma promotion, je ne sais pas s'ils avaient autant misé sur ce terme de la bienveillance, parce que c'était un programme qui est en train de se relancer. Et donc, dans les années précédentes, que moi j'ai vécu quand j'étais petite, c'était pas forcément aussi bienveillant. Il y avait de tout. Et d'ailleurs, moi, je m'en souviens parce que franchement, pour le coup, on n'a vraiment pas eu de tension, quoi. Et c'est aussi ce qui a participé à la magie de cette promotion, c'est qu'il n'y a vraiment eu pas grand-chose. Et du coup, le peu de choses où il pouvait y avoir des petites broutilles ou des semblants d'histoires d'amour qui naissaient, eh ben, on sentait au début qu'on voulait un peu nous orienter vers ça, parce qu'évidemment, on sait que c'est croustillant, mais pour tout le monde, moi, la première, quand je regarde une série ou un truc, je suis la première à être friande de ça et à me dire « Ah, j'aime bien, il y a un petit truc ». Donc, c'est normal, c'est comme ça que ça marche. Mais en fait, je pense que très vite, dans ma promotion en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte que on rentrait pas là-dedans, on n'était pas là-dedans. Il y avait la compète, mais on n'était pas malveillant. Et en fait, c'est ce truc qu'à un moment, je pense qu'on s'est dit, bah, de toute façon, on nous amènera pas là-dedans, enfin, parce que nous, on n'est pas là-dedans. Et on s'est rendu compte en même temps que ça marchait comme ça, parce que ça faisait du bien. Et je pense que ça a fait du bien dans une génération où, justement, ces dernières années, on a eu l'habitude de voir des téléréalités complètement différentes, avec les anges, les Marseillais, tout ça. Et je pense que d'un seul coup, de ramener... et de ramener du naturel. Parce que c'était quoi? Pas Pop Story, mais... Popstar. Popstar, oui, Popstar. Je veux dire, donc le jury, il était en Popstar, ou c'était laquelle qui avait un jury d'émission de télé-réalité? Il y avait un jury dans La Nouvelle Star. La Nouvelle Star. Ah oui, mais Popstar aussi. Je sais Popstar Popstar aussi. aussi. Mais en tout cas, les juges étaient extrêmement méchants. La Nouvelle Star vraiment particulièrement, c'était pour démonter Oui, c'est La véritablement les Nouvelle gens, Star. etc. C'était cash. Donc là, on a changé totalement d'époque, parce que ça plaisait quand même, hein, le clash. On aimait aussi voir dans le confessionnal les gens qui venaient taper, pleurer, etc. Et là, on est dans une autre époque. Alors, moi, je l'explique aussi économiquement.
parce que précisément, quand c'était M6 c'était une toute petite chaîne qui devait faire l'événement, etc. Aujourd'hui, quand c'est sur TF1, enfin, c'était déjà sur TF1, mais il faut un public très large et donc beaucoup plus de bienveillance. Moi, ça m'a fait penser à une chose aussi, Margot, c'est j'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui, les jeunes, ou en tout cas les candidats connaissent les codes de la télé. Et donc, il y a une évolution aussi des candidats. Je pense qu'au tout début, la production avait beaucoup plus de pouvoir et pouvait beaucoup plus scénariser. Et en fait, aujourd'hui, vous êtes vous-même, vous faites une émission et voilà, et vous imposez aussi vos codes. Je ne sais pas quel était s'il y avait un scénario, s'il y avait des moments qu'ils avaient envie de produire, mais en tout cas, peut-être qu'aujourd'hui, les candidats sont eux-mêmes et prennent le pouvoir aussi. Enfin, ce sont des Moi, j'aurais vrais tendance à dire le individus. contraire. Je pense que les candidats, alors pas de la Starac peut-être, mais les candidats qui reviennent dans des télé-réalités, etc., sont des vrais professionnels. Oui. Hein, depuis le fameux Île de la Tentation, Ouais. où ils ont eu des contrats, bon, etc. Donc, ils jouent leur rôle. Moi, j'ai rencontré des candidats qui me disaient, si la production me demande ça, bon, ok, je le fais. Ouais, c'est vrai. Bon, Voilà. ça dépend vraiment du type Ouais. d'émission, du Ouais. type de télé-réalité aussi. Ouais, je pense que c'est ça. Moi, je pense vraiment que. Je pense sincèrement que la Star Academy, ça a été pensé, en tout cas là, cette année, vraiment pour une émission bienveillante, etc. Mais je pense aussi je pense que ça a été aussi une grande surprise que ce groupe, en fait, qu'on a formé ait été vachement dans ça, parce que ça aurait aussi pu être autrement, puisqu'au final, comme tu dis, on décide aussi une fois à l'intérieur de par nos personnalités, de tomber amoureux. Alors ça se décide pas vraiment, mais on décide aussi de rentrer dans le clash ou pas, de vouloir... et en fait, je pense que d'avoir amené ça et d'avoir vu ce que ça a rendu de l'extérieur, je pense que ça a conforté cette idée de se dire ah, aujourd'hui ça fait du bien. Je crois que ça fait du bien aux gens, on a besoin de ça. Et puis c'est comme ça aussi qu'on apprend et qu'on se dit c'est peut-être bien d'aller là-dedans. Enfin, je pense. En tout cas, ça réunit des téléspectateurs. Donc, c'était 4 millions environ, un petit peu moins, pour la finale samedi de cette saison. Donc, 3e saison de la Star Academy Nouvelle Génération. Mais si on compare à la finale de la saison 1, c'était 14 millions de téléspectateurs. Alors, on est 20 ans plus tard, mais ça change quoi, cette différence? Et on est 20 ans plus tard, et avec la TNT. Il y avait encore peu de chaînes. Et les je veux plateformes. dire, pardon? Et les plateformes. Oui, en plus, après les plateformes. Après. Oui, oui. Donc, je ne sais pas si on peut totalement C'est pas comparer. comparable? C'est vrai que la situation a tellement changé. Vous dites les plateformes. Oui, je pense que c'est pas tout à fait On comparable. n'a jamais eu autant de contenu et de propositions d'émissions. Donc, Ouais. il y a un éclatement évidemment de l'audience qui est arrivé effectivement avec la TNT. Et là, avec les plateformes en plus qui ont suivi, tout le monde n'est pas devant la télé au même moment. C'est un peu ce qu'on disait. Il y a peut-être les jeunes qui sont plus sur les plateformes et parfois encore les parents devant la télé. Donc, chacun un peu sur Ouais, vous avez raison. son contenu. Ouais, le truc, c'est qu'effectivement, tous les gens regardent au même moment. Après, avec le replay, ça s'élargit énormément, mais c'est plus de la télé, effectivement, tout à fait, parce que c'est plus tout le monde en même temps. Et puis, Sauf pour les grands événements, les JO, ça... Ah bah oui, Voilà. ouais. Ah oui. C'est pour ça que la télé est loin d'être morte. Hein. et c'est un grand rendez-vous finalement, le prime. C'est important. Il y a ceux qui suivent les quotidiennes aussi, mais il y a ceux qui regardent que le prime. Louise, c'est pensé aussi en fonction de ça? Ouais, je pense qu'il y a les deux teams. Il y en a qui regardent que les quotidiennes, il y en a qui regardent que les primes. Je sais pas. Les primes, c'est peut-être le moment de la famille où tout le monde se réunit dans le salon et les regarde. Ouais, je sais pas réellement. Mais est-ce que quand vous pensez à une émission, vous imaginez les modes de consommation? Oui, c'est ce qu'on disait aussi avec les réseaux sociaux et YouTube. Voilà, la quotidienne, c'est un format parfait, je trouve, pour les jeunes. Et c'est aussi des contenus qu'on peut diffuser facilement sur les réseaux sociaux, qu'on peut découper facilement. Donc, il y a il y a deux formats qui ont été pensés pour la télé. Il y a même les comptes fans qui découpent eux-mêmes le live, Ouais. qui les postent. Alors, Sur TikTok, on n'a pas le droit forcément ouais. de faire ça, hein, parce que faut s'abonner pour suivre le live normalement. Mais il y a aussi ceux qui suivent que sur les réseaux sociaux. Ouais, totalement. Ça, C'est ce qu'on c'est- disait, il y a des combats de communauté. Donc, il y en a qui déchiffrent l'émission, qui font des débriefs, qui donnent leur point de vue. Donc, il y a un peu la guerre sur TikTok parfois.
Oui, puis il y a François Jost. il y a un truc qui est très important aujourd'hui à tous les niveaux dans la télé, etc., c'est la parodie. Donc je pense que quand on a n'importe quel format est parodiable. Mais ça le fait vivre aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux font vivre la télé aussi. C'est-à-dire que c'est pas une concurrence, ça fait vivre parce que ça prolonge. Il y a un après, il y a des vies qui se développent, qui ont d'anciens candidats. Alors peut-être vous allez nous raconter quelque chose qui va nous impressionner ou croustillant. Enfin, il y a la vie des candidats après, il y a les reconstitutions. Enfin, c'est vrai que vous pouvez imaginer vos formats avec toutes sortes de détournements. Ouais, de petits moments à picorer. Ouais. Ouais, c'est totalement fait pour ça. Et ça, c'est fait aussi pour être pris sur les réseaux sociaux, à mon avis, oui. Et en fait, non seulement ça fait pas du mal, mais ça fait du bien au format, je pense. Ça Ouais. renouvelle le genre. Un peu. Oui, oui, oui. Et puis ça met une distance humoristique. L'humour sur Internet est quand même un truc important, me semble-t-il. Ouais, je crois, ouais. Oui, c'est comme maintenant, on est à l'ère le même. Oui, Enfin, j'ai tu vois, travaillé sur les mêmes, moi, beaucoup. c'est trop Et marrant, bon, quoi. les mêmes, Bah, c'est- on peut se demander pour n'importe quoi comment ça va devenir un mème. Hein, ça devient toujours possiblement. Il y a des candidats qui parfois, malgré eux, Ouais, c'est ça, en tu deviennent. tu Bah choisis ouais, pas toujours, mais Bah oui, bien sûr, bien sûr. tu choisis rarement même à ce niveau-là ce que les gens vont faire de toi, mais tu Et prêtes, ta réaction. tu prêtes ton image, enfin tu donnes ton image même en fait. Donc après les gens font ce qu'ils veulent, mais ouais, c'est assez drôle. Je pense qu'il faut savoir le voir, le voir comme ça. Mais effectivement, je pense que ça peut aussi même rediriger des gens vers l'émission parce que je pense c'est ce qui s'est passé. De toute façon, c'est sûr, il y a plein de gens qui regardaient pas forcément, mais qui à force de voir des trucs tourner sur TikTok, sur Twitter. Mais évidemment, tu gardes tous les bons moments, donc tu finis par te dire, mais c'est quoi cette émission-là qui tourne en ce moment, ça a l'air marrant. Et Ouais, puis ouais. du coup, tu finis par t'y mettre, quoi. Comment on le vit l'après, Margot? L'après Star Academy? Plus Ben, d'un an après. Ouais, plus d'un an après, ouais. Encore une fois, là, je parle de mon expérience, mais moi, franchement, plutôt bien. J'ai pas eu de contre-coup après, tout de suite après. Alors, j'en ai eu évidemment après. Parce qu'une fois que tu rentres dans une vie d'artiste, bah, il y a, il y a tout ce que la vie d'artiste comporte. Mais sur le moment, j'étais assez contente parce que ça peut être quand même vachement perturbant quand tu reprends ta vie. Pour toi, rien n'a changé. Pour toi, tu as participé à une aventure, tu es au courant de rien. Et puis tu rentres chez toi et puis finalement, bah, les choses ont changé puisque les regards ont changé. Les gens t'arrêtent dans la rue. Il y a tout ça qui fait que tu te rends compte. Mais moi, pour le coup, ça m'a pas perturbée parce que c'est que de la bienveillance. Déjà, les gens qui t'arrêtent dans la rue, en général, vont pas se permettre de pas être cool. Enfin, ils vont le faire sur les réseaux, mais pas dans la vraie vie. Donc, tu prends une dose d'amour. Et après, moi, je disais, c'est vrai que je suis quelqu'un de sociable. Moi, j'étais animatrice dans le tourisme avant. Donc, moi, j'aime le contact avec les gens. Donc, comme je disais, que tu m'arrêtes pour me demander l'heure ou ta route, ou que tu m'arrêtes pour me dire que tu m'as vu dans l'émission et que tu as trouvé ça cool, bah, ça me fait plaisir. Moi, je passe un petit moment, on discute et il y a plein de petits moments de vie qui se font. Moi, je me suis dit, bon, bah, je vais reprendre le cours de la vie exactement comme avant. Rien que pour me confronter et voir ce qui a changé ou pas déjà. Aller dans un resto, prendre le métro, enfin, faire... Tout de suite Ouais, après tout de suite. Je me suis dit tout de suite, j'habite en ville en plus, donc je me suis dit, faut que je reprenne ma vie, faut que je vois vraiment ce qui a changé et ce qui est possible de faire, et ce qui l'est peut-être pas, ce qui est éprouvant pour moi, ce qui l'est pas. Au début, je me suis rendu compte qu'un resto en famille, ça pouvait être un peu compliqué parce que plutôt pour mes proches en fait que pour moi finalement parce que ils veulent partager un moment avec toi et puis tu te fais arrêter sans cesse, alors du coup ça coupe la discussion et puis moi je suis dans le don, donc je me voyais pas refuser, là où parfois des proches peuvent se dire mais t'as le droit de refuser, et ils ont pas tort de dire qu'on a le droit aussi, mais je pense que ça va avec la notoriété entre guillemets, c'est que je pense que quand t'es une personnalité connue, en tout cas que tu participes à ce genre d'émission, il faut aussi accepter que derrière, il y a ce genre de choses. Que les gens, quand te voient, sont contents de te voir, ils veulent une photo. Et en fait, je pense que c'est important de leur offrir ça parce que, alors, on a aussi nos limites. C'est-à-dire que je décide de rester 10-15 minutes à parler et je décide aussi Quand ça se termine. quand ça se termine. Là où c'est important de savoir mettre des limites aussi au début. Moi, par exemple, j'avais du mal. J'avais tendance à beaucoup parler. Et puis, c'est souvent les mêmes questions que les gens te posent. Donc, en fait, dans ta journée, quand tu as échangé avec 10 personnes,
et que tu as répété les mêmes choses et que tu as pris 10-15 minutes de ton temps, tu rentres chez toi, tu es lessivé, et alors t'apprends. Tu te dis, ok, bah, je vais aussi mettre un peu plus de limites. Et en tout cas, moi, ouais, j'ai plutôt bien. Et puis après, moi, c'est vrai que j'ai été dans une dynamique où tout s'est enchaîné très vite, donc j'ai pas trop eu le temps non plus de réfléchir. Mais ça m'a pas, voilà, ça m'a pas effrayée. Et puis c'est une émission qui m'a pas du tout desservie quand j'ai pu voir aussi ce qui s'était passé, ce qui s'était dit de moi sur les réseaux sociaux ou ce qui avait été montré. J'étais en accord avec tout ça. J'étais en accord avec ce que j'avais été, ce que j'avais montré et ce qui a été diffusé aussi. Il y a Lord Gibus dans le chat qui dit attention, accepter oui, mais il faut aussi penser à sa sécurité. Tu n'as jamais eu de problème avec ça? Oui, Ou et est-ce voilà. que tu as déjà eu des problèmes avec ça? Mais c'est pour ça, encore une fois, que voilà, je parle de mon expérience, mais c'est vrai que la chance que j'ai, c'est que j'ai jamais eu de comportement bizarre. Alors j'ai peut-être eu 2-3 fois des excès d'euphorie, quoi, des excès de gens contents qui te sautent dessus, te prennent dans leurs bras, te touchent de partout. Et bon, c'est vrai que moi, ça me fait rire parce que c'est du cas par cas. Tu sens l'énergie des gens et il y a plein de cas où tu sens que les gens sont pas méchants, ils sont juste contents et ils ont presque ils ont l'impression de te connaître. Ils ont vécu l'aventure avec toi. Donc il y a ce truc où moi ça me faisait rire souvent. Et il y a peut-être une fois où j'ai une maman qui était un peu sous, quoi, et j'avais une casquette, voilà, j'avais les cheveux gras, donc j'avais mis une casquette pour une raison. Enfin, c'était ma raison, c'était celle-là. Donc j'avais pas envie qu'on m'enlève ma casquette, quoi. Mais au même titre que tu touches pas quelqu'un que tu connais pas. Et voilà, un peu sous, on fait une photo, enlève ta casquette. Enfin, des trucs où les gens, parfois, se sont un peu permis de casser un peu ta bulle à toi. Et bon, tu recadres gentiment et puis tu t'adaptes. Tu vois quand c'est une euphorie mal placée ou quand on s'adapte aux gens. Enfin, voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Comment tu l'as vécu? C'est ce que je viens de te demander, mais qu'est-ce que ça t'a apporté pour ta carrière, Margot? La Star Academy, est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Ouais, bah, évidemment. Déjà, j'ai rencontré des gens qui sont devenus des copains. J'ai compris beaucoup de choses aussi avec le métier d'artiste, que c'est vraiment 360, quoi. Que c'est pas juste avoir une belle voix, avoir une belle tête ou pas, en fait. Enfin, finalement, on s'en fiche. C'est tout ce que tu racontes, c'est ta personnalité, c'est comment tu dis les choses, comment tu utilises les mots, comment tu fais passer l'émotion. Enfin, j'ai compris que c'était vraiment plus qu'avoir une voix, quoi. Et puis derrière, ça m'a permis aussi du coup de rencontrer des équipes avec qui je travaille, qui me permettent de sortir des chansons, de continuer j'essaye de nourrir mon public, enfin les gens qui sont là, qui me suivent, et d'agrandir en même temps aussi ce public, d'aller chercher d'autres gens qui peut-être ne consomment pas l'émission, de sortir des projets, de découvrir en fait ce milieu, quoi, les premiers clips, tous ces trucs qui sont hyper forts. Et là, on va commencer une tournée au printemps. Donc, en fait, là, je suis ce qu'on appelle une artiste en développement. Donc, je développe ma carrière et c'est hyper intéressant, c'est super formateur. Donc, je pense que c'est un tremplin qui te fait gagner, je pense, des années, quoi. Je pense que là, j'ai gagné quelques années. Alors après, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas du tout si mon projet va péter. Et puis, qu'est-ce que c'est marcher, pas marcher. Enfin, la réussite, c'est... Remplir un zénith, c'est une réussite, mais remplir... Enfin, voilà, tout ça, ça dépend de comment on entend les choses. Mais oui. Demande dans le chat si tu as pu trouver facilement du soutien après la Starac. Oui, parce que... Alors, j'ai pas eu le besoin de faire appel aux gens de l'équipe et tout ça, parce que je pense que j'étais déjà bien entourée dans ma famille, dans mes amis. J'avais la chance aussi d'avoir des amis qui sont un peu dans le milieu artistique, des danseurs, des intermittents du spectacle, à qui je pouvais parler. Je n'ai pas trop de difficultés à pouvoir m'exprimer à ce niveau-là. Et puis après, les équipes que tu rencontres qui sont dans ce métier, qui viennent te soutenir, ton manager par exemple. Professionnellement parlant, il précise. Ouais, évidemment. Manager, tous les gens qui travaillent pour toi, qui sont là pour te guider. Parce que c'est vrai que c'est pas évident au début, quoi. Mais oui, tout va bien. Donc tu as sorti ta dernière chanson, c'est Le cœur qui bat. Ouais. En décembre. Tu nous en chantes un petit morceau si tu veux bien. Ouais. C'est l'anniversaire de Louise, je crois, en plus. Ce sera un cadeau. Est-ce que je fais le refrain? Parce que là, le refrain comme ça, là, pas facile. Là. Ou ce que tu veux d'ailleurs. Tu peux nous chanter ce que tu veux. Fais le couplet, le premier couplet. Je te regarde. Oh, c'est bizarre. Attends, regarde-moi. Et puis il y a les années qui passent, celles qu'on ne retrouve plus. En soufflant le feu sur la glace, j'ai vu
que des conneries au fond du bus. Pardon de vous avoir fait du tort. Mais aujourd'hui, ce qu'on aime le plus, c'est de pouvoir en rire encore. Non, non, non. Et là, je laisse la suite. C'est disponible sur Spotify, YouTube. Bravo. N'hésitez pas, n'hésitez Joli, pas. joli. Bravo. Bon, merci. Et surtout a cappella, c'est pas quand même. Moi, j'avais un peu la bouche hein sèche. Ouais, La c'est bouche pas. sèche, c'est un peu Ouais. facile à dire. Mais c'est ok, voilà. Merci. Merci beaucoup, Margot. Bon, on arrive au bout de cette heure. Il est 18h51. Est-ce que on dirait pas un petit mot de la fin sur tout ça, sur ce thème, sur la télé-nostalgie? François Jost, Je est-ce que sais- ça va c'est- continuer tout ça? C'est moi qui suis prüm. Ah bah, qui veut, hein, par Ah, ailleurs. honneur à toi, on te laisse. Hein. Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'on va Moi- encore ressortir des émissions du Moi, placard? si vous voulez, je remarque que, en gros, c'est les émissions d'il y a 20 ans qui sont toujours reprises. C'est-à-dire que je pense qu'on est vraiment dans un attendrissement sur soi-même qui touche tout le monde. Et c'est pour ça que ça se déplace. Ça se déplace parce qu'on vieillit. Et donc, dans 10 ans, ça sera les émissions de 2000 C'est ça. qui seront, ou peut-être de 2010, qui seront qui permettront d'exprimer cette nostalgie. Donc on retrouvera la Star Academy dans 20 ans encore? Ce serait pas complètement étonnant. Ce serait pas complètement. Ça marque une époque. Moi, je pense que la télévision, quoi qu'on dise sur sa fin, etc., elle marque à la fois l'époque et la personnalité de chacun. Louise? Je suis assez d'accord sur les années nostalgiques qui changent. Donc, il y a eu les années 80 avec Star 80 et maintenant on est sur les années 90 aussi parce que ce sont les téléspectateurs aujourd'hui, la cible aujourd'hui, et c'est eux qui sont devant l'écran. Ceux qui sont nés en 70, Et donc qui même s'intéressent aussi, à 90. c'est ça. J'ai aussi même l'impression que des jeunes qui n'ont pas connu les années 90 sont nostalgiques de cette période où il n'y avait pas de réseaux sociaux, où l'écologie prenait moins de place. Voilà, il y avait quand même des crises, mais on a l'impression que c'était une période assez rose. Et sur la créativité, j'espère que c'est cyclique. Vu que je crée des émissions, j'espère qu'il va y avoir de la place pour des nouvelles émissions, des nouveaux formats. Et je pense aussi qu'il n'y aura peut-être pas le choix. Parce que à force de ressortir des émissions du placard, on commence à manquer de formats. Ouais. Donc j'espère et j'ai l'impression aussi que si on veut affronter les plateformes, il va falloir avoir Innover. des concepts très très forts. Il y en a encore des vieilles émissions qui sont dans les tuyaux là chez Banijé. On en cherche Productions. tous les jours. Tiens, il y a Lord Gibus qui dit qu'il y a bien encore des séries sur Star Wars, le truc qui finira jamais. Je vais mourir sans avoir connu la fin de cette saga. C'est un peu pareil finalement pour les émissions de télé. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur Dexter et je vois que ça reprend le 6 février, un préquel après le séquel. Enfin bon. Donc, Ça finit jamais finalement. ouais, c'est étonnant. Ouais. Comment on peut inventer des suites à des trucs qui étaient fermés, qui étaient terminés. Margot, ton mot de la fin? Bah, c'est super, quoi. non, j'ai Vive trouvé la que Starac, c'est ça. Vive la Starac et vive. Non, j'ai trouvé que c'était très intéressant de venir discuter de ça et puis aussi d'avoir vos retours, en fait, tu vois. Parce qu'en fait, autour de programmes comme ça, il y a tellement de gens. Enfin, il y a tellement de personnes qui travaillent autour de tout un programme que c'est intéressant d'avoir le retour. J'en perds mes mots, quoi. Mais voilà, c'était cool, quoi. Et on peut te retrouver où alors dans les prochains mois? Du coup, la tournée commence le 20 mars. Donc, il y a Bruxelles, Lille, Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nantes. J'espère avoir oublié personne pour l'instant. Donc, n'hésitez pas. On peut trouver des places. Oui, encore des Encore, places en vente. Et là, vous êtes tous, c'est ça, dans la tournée? Alors, à la suite de l'émission, Ouais. effectivement, il y a une tournée. Pas pour tous les candidats, mais une bonne partie des candidats. Donc, c'est la tournée Starac. D'accord. Mais là, pour le coup, voilà, là, c'est ma tournée en solo. Et après, chacun fait son petit bout de chemin Ok. comme il peut, quoi. Ouais, moi, je voulais vous signaler, je suis pas en tournée, mais ça m'arrive parfois aussi de faire des trucs. Je voulais vous signaler, je dirige une revue qui s'appelle Télévision, à CNRS Éditions, et on a fait il y a 2 ans, pour la reprise de la Starac d'ailleurs, un numéro qui s'appelait Télé-réalité et réseaux sociaux, un couple médiatique gagnant.
Voilà, et dedans, vous avez des articles. Alors, notamment, il y a un très bon article sur la Starac et sur l'adaptation de la Starac pour 2022, comment on a repris le format. Il y a un article là-dessus. Et il y a aussi un article, alors on n'a pas parlé du tout de ça, mais des TikTokers, si vous voulez, qui font vivre la télé-réalité aussi. Sur Voilà. les réseaux Donc, sociaux. si vous voulez continuer, vous allez voir cette revue. Bon, et ben là, on peut retrouver votre travail. Margot, on peut te retrouver dans toute la France, donc 7 dates, hein, si j'ai bien compté, en France et en Belgique. Donc, Ouais, je crois que c'est ça, ouais. et sur Spotify, sur toutes les plateformes pour tes chansons. Ouais. Bah, merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup François, merci Louise, merci Merci à Margot vous. Merci à d'avoir vous. été Merci à avec vous. nous. Merci au chat aussi d'avoir été avec nous pendant ces 2 heures. Et pour cette première pour moi, on se retrouve demain d'ailleurs avec Camille qui va nous dire le programme, qui nous rejoint. Bonsoir, je prends le petit micro. Voilà. Donc jeudi, il nous restera la mémoire pour ne jamais oublier l'horreur de la Shoah. Nous consacrerons donc 1 heure aux 80 ans de la mémoire de la Shoah, un devoir de transmission essentiel à l'heure où les témoins directs disparaissent. Pourquoi et comment entretenir cette mémoire face aux défis du présent? Puis dans un second temps, un phénomène remarqué, la baisse de la natalité en France mais aussi en Europe. Des chiffres qui interrogent l'avenir démographique du continent. Quelles sont les causes profondes, économiques, changement de mœurs, les nouvelles aspirations des jeunes générations? Nous aurons des experts pour nous éclairer sur ces sujets du coup demain. Bien, merci Camille. Et puis cette émission est à retrouver totalement sur YouTube. Vous pouvez aussi la réécouter sur Spotify, sur notre site web franceinfo.fr. Et on se dit à demain. Salut!